En cette année 2025 du calendrier grégorien, le soleil se lève à nouveau sur la France. Michel, agent du fisc à plein temps, traque depuis déjà 3 ans les déclarations suspectes. Bien qu'il y ait des hauts et des bas, le monde tourne comme il a toujours tourné, et cette journée semble bien être comme toutes les autres. À la pause café du matin, il se retrouve sur une terrasse et regarde vers le ciel et vit quelque chose, d'indistinct, le traverser en haute altitude. Il ne sait pas ce que c'est gros et pas commun. Il a à peine eu le temps de prendre une petite vidéo avec son téléphone que l'objet non identifié est déjà hors de vue. John, marine américain en stationnement dans une base à Djibouti, s'entraînait au stand de tir. Ça faisait un moment qu'il avait pas tiré et ça lui faisait du bien de se dérouiller un peu. Même si le gars a pas perdu la main jusque-là, il en a pas loupé une seule. Même sur des cibles à plus de 300 mètres, il reste solide et il se prépare à tirer à nouveau. Il prit une grande inspiration et visa la cible. Mais quelque chose éblouit et la balle partit bien à côté. Relevant les yeux pour distinguer ce qui a bien pu le gêner, il découvrit une boule de feu incandescente traversant le ciel en direction du sud. Kwame, en route vers le marché de Blantyre, une ville au sud du Malawi, vit passer en très basse altitude un bloc de métal surchauffé par son entrée dans l'atmosphère. Il réalisa avec horreur qu'il allait sans doute s'écraser vers les champs et déclencher un feu inarrêtable. À peine eut-il réalisé qu'il se précipita en courant prévenir sa famille du danger imminent. Gruc, avec 2K, tout excité à bord de leur vaisseau simplement nommé Earl Speedy Costo, voyageait à la recherche d'une bonne bagarre quand leur big boss Zagrok, avec un seul cas, vit qu'il y avait des hommes sur cette planète et mit tous les propulseurs du vaisseau à pleine vitesse. Il devrait s'écraser dans quelques dizaines de secondes, le choc va probablement faire du tri. S'il y reste, bon, c'est pas grave, hein. Une chute libre à travers l'atmosphère comme dernière sensation, vous savez, c'est plutôt pas mal. Hein. Entre deux éclats de rire sous la sensation de la vitesse, il regardait autour de lui et voyait que tous les orques faisaient comme lui. Certains ils s'accrochaient même pas, ils voulaient juste être propulsés par le choc et démolir tout ce qui allait rencontrer leur masse de muscles surdéveloppés. Grux sourire au babine, il vit là une super idée. Il commença à lâcher le tuyau pour danser avec les boys quasiment en transe grâce à la vitesse. Vivant, vivant, il était vivant. Probablement un ou deux trucs de pété, mais ça l'empêcherait pas de taper sur des trucs. En plus, il y en a d'autres qui avaient eu un peu moins de chance, ça ferait plus à cogner pour lui. Et il va bien falloir prendre de la masse. C'est qu'un boy durant, mais le boss de sa bande, il est pas si gros que ça. Et par Gork, ou Mork, on sait pas, il était de plus en plus costaud. Un peu moins d'expérience, mais vous savez, un bâton qui fait boum à l'impact, t'as pas besoin d'être très précis. Il en a toujours 2 ou 3 à la ceinture et s'en sert de gourdin. Les hommes qu'il a déjà affrontés avec étaient trop surpris par cette tactique qu'ils baissaient leur garde. C'est pour ça que tous les orques leur reprochent de pas être logiques. Tu leur agites un truc bizarre sous le nez, ils lâchent tout et te regardent avec de grands yeux écarquillés. Néanmoins, il paraît que les gros mecs, eux, ils en ont absolument rien à carrer. À ce qui se dit, c'est des humes améliorés presque aussi costauds que des orques. Rien qu'à l'idée, Grut tressaillit de joie. Et, par Gork ou Mork, il espère bien en trouver sur cette planète. En se relevant tout sautillant, il remarqua qu'une de ses prothèses de main était pétée. Ah, bon, rien de grave, hein, les mécanos répareront ça avant qu'on reparte. Hein. Un très grand sourire aux babines et les crocs-saillants, il se dirigea vers le hangar des McBoys. Se rappelant avec émotion de sa toute première utilisation d'un truc qui boum, aujourd'hui il peut même plus se passer des bruits d'explosion. Et eux le big boss il le sait pas, mais une planque avec de quoi faire péter la moitié du vaisseau. Zagrok souriait à pleines dents, l'atterrissage était encore mieux que prévu. Il y repensait avec plaisir en se relevant. Mais subitement, insidieusement, la réflexion va gâcher sa joie. Elle lui disait réveille tes boys, territoire ennemi, machin bidule, ou que des trucs comme ça. Ouais, c'est bon, je vais m'en occuper, beugla-t-il en tapant sa tête contre un mur et un grotte passant un peu trop proche. Il alla dans le hangar principal là où la majorité de ses boys étaient rassemblés, il y beugla ses ordres. Rassemblez tout le monde, rafistolez les blessés et préparez buggy, camion et copter. Berdimir Poutus, président de la Fédération de Russie, était en alerte. Un objet volant, à première vue un météore, avait traversé l'espace aérien russe en très haute altitude. Mais les rapports montrent que ça semblait être un appareil plus ou moins volant. Bien qu'il était très méfiant, le fait qu'un diplomate américain insistait très fort pour avoir des explications sur ce truc avait le mérite de rassurer Poutus. Au moins, ils n'étaient pas à l'origine de cette chose. Selon certains rapports, elle se serait écrasée au sud du Malawi, un pays au sud de l'Afrique. Comme quoi, ça va agiter un peu tout le monde le temps de savoir ce que c'était, mais tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Kondwani, policier malawien de Blantyre, était appelé en urgence pour aller voir ce qui s'était écrasé à 20 km de leur ville. Il serait accompagné par les pompiers, c'est un branle-bas de combat général, leur pays est basé sur l'agriculture, et un feu de forêt de grande ampleur serait un désastre absolu. En plus, la zone sud est très fertile, ça pourrait mener facilement toute la région à la famine. Dans un pays déjà très sensible aux fluctuations des récoltes, ils avaient vraiment pas besoin de ça. 30 minutes plus tard, en arrivant sur les lieux, de la fumée semblait provenir du site du crash. Kondwani commença à se demander dans quel bordel il s'était embarqué. Une fois assez proche, il distingua ce que c'était. Une sorte d'immense bloc de métal assemblé ensemble. C'était chaotique et sacrément gros. Mais ce qui retint son attention, c'est l'attroupement au pied de ce truc, des créatures plus ou moins humanoïdes,
aussi musculeuse que verte et à bord de tout un tas de véhicules fumants et extrêmement bruyants. Le plus gros d'entre eux semblait beugler des trucs dans une langue incompréhensible, et quand il vit les forces de police arriver, il hurla et ils se mirent tous à foncer sur eux. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, 30 000 au bas mot, beaucoup encore accrochés à l'épave, d'autres assemblés dans la masse. La dizaine de policiers répartis dans 3 voitures et les 40 pompiers avec leurs 5 camions se rendirent rapidement compte que leurs intentions étaient tout sauf pacifiques, lorsqu'une munition de très gros calibre atterrit dans leur direction. Leur précision était désastreuse, mais un seul projectile a suffi pour immobiliser une voiture. Les occupants en sont sortis illico presto pour essayer de suivre le convoi en courant et fuir la marée verte. 2 d'entre eux ont continué de courir, espérant atteindre un salut qui ne viendrait pas. Les autres se sont cachés dans un buisson. L'un d'eux avait plutôt mal choisi sa planque et se retrouva sur la route de l'Hawaï, ou plutôt sous ses roues. Quant à lui, le convoi il avait beau prendre de la distance, les centaines de projectiles et la vitesse des véhicules les plus rapides mirent rapidement hors jeu tous les fuyards. Comme la première voiture, ils ont tous bien essayé de fuir ou de se cacher, mais ceux qui se sont fait choper sont devenus des travailleurs pour remplacer les grottes morts dans le crash ou ceux tabassés pendant le voyage. Tamala déposa un sac de maïs dans le fourgon venu chercher les marchandises de Blantyre. Quand un bruit étrange la fit se relever. Elle demanda à son collègue juste à côté. C'est quoi ça? Attends, on dirait des tirs. C'est lorsqu'un projectile gros comme son poing s'écrasa contre un mur faisant un trou gros comme sa tête qu'elle comprit que c'était bien réel. Et là, sa seule pensée c'était courir et vite. Ça semblait être la meilleure option, personne n'avait vraiment envie de se trouver sur la route de ce qui arrivait, peu importe ce que ça pouvait bien être. Mais quand un véhicule, puant l'essence, traversa un bâtiment grâce à son bélier fixé à l'avant, qu'elle vit de ses yeux les créatures à la source de tout ce foutoir. Des monstres puissants, sauvages, un rire fou sur les babines, ils tiraient pratiquement à l'aveugle tellement ils étaient mauvais. Celui monté sur la mitrailleuse arrière du véhicule tirait une bonne vingtaine de cartouches plus ou moins autour de Tamala sans jamais la toucher. Heureusement pour elle d'ailleurs, il est peu probable qu'elle y survive. Deuxième coup de bol, on dirait bien que c'est pas des prédateurs. À peine s'était-elle enfuie que le véhicule continua sa route. Finalement, après mûre réflexion, il semblerait que jouer à cache-cache allait être son petit jeu pour les prochains jours. En 20 minutes, les pauvertes avaient déjà traversé Blantyre, fracassant tout ce qui passait à portée. Pourtant, ça a pas empêché la bande de se faire profondément chier. Oui bon, c'est bien marrant 5 minutes de tirer et de foncer pleine bourre, mais faut quand même un petit truc, une petite bagarre quand même. Les pignouches maigrichons qu'on fait mine de résister se sont enfuis à peine ils voyaient la marée verte. Zagrok avait bien ordonné de capturer ce qu'on pouvait. Les orques allaient pas non plus retourner chaque table et ouvrir chaque tiroir pour choper des petits hommes affamés. Selon l'avis de Gruk, donc le meilleur avis de toute cette galaxie selon lui, ces hommes-là ils valaient même pas de la chair à fouettard. Ils tiendraient même pas une semaine. Oui ok, les grottes auraient de quoi bouffer, mais les 3 quarts avaient déjà claqué dans l'atterrissage. Alors de son avis, à quoi bon perdre son temps pour choper de la future bouffe avariée? À vrai dire, les boys se sont même pas arrêtés, il y a que ceux qui avaient pas eu la chance d'avoir un véhicule qu'on fouillait un peu la ville pour en récupérer. Tout le reste ils ont foncé vers le nord. Et en quelques heures, la WAG avait atteint la capitale Lilongwe. C'était une vague qui avait clairement la flemme de s'arrêter, et pour une bonne raison. On se croirait dans la diagonale du vide, il y avait 3 péons au kilomètre carré. Alors les boys ont juste foncé tout droit jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Et enfin, pour la toute première fois, il y a de la bagarre. Les hommes ont rassemblé des gars pour résister un petit peu. Quelques barrages et 2-3 tanks ont essayé d'arrêter la WAG. Mais c'est encore des lâches, à peine ils ont tiré leur première salve qu'ils se sont carapatés. Mais Gruk comprit très rapidement pourquoi ils avaient filé quand il sentit l'odeur de la poudre et des explosions avant d'être projetés en l'air. Ces hommes-là, ils avaient eu le temps de miner le terrain. Effectivement, la terre avait été retournée il y a pas très longtemps. Il se releva, malheureusement son camion aura du mal à repartir et le conducteur va devoir passer chez les médicos pour récupérer des jambes. Pour la toute première fois, la WAG s'était arrêtée, surtout à cause des vociférations de Zagrok, jurant d'enfoncer son pied tellement profondément dans le derge du prochain qui faisait péter un camion, qu'il marchera à hauteur de grotte. Gruk, toujours avec 2K, cracha par terre. Pouf, bande de péteux, veulent même pas se battre. Le boss tourna la tête, il l'avait entendu et hurla que c'était pas un problème, et qu'ils allaient leur montrer comment que se battent les orques. Monté sur eux le plus gros camion, il fonça à travers le champ de mine avec un truc pour gratter le sol à l'avant, et tous les boys ont commencé à le suivre. Même s'il y avait un Kivolzom qui survolait les orques en tirant, les boys ils ont à peine eu le plaisir de l'arroser 5 secondes avant qu'une bastos réussisse à le toucher. Gruk rumina en se disant que les humes étaient vraiment pas logiques, même pas fichus de fabriquer des fourmis plus résistants qu'eux. Quant à la bataille qui s'ensuivit, elle fut assez courte. Les hommes semblaient pas trop s'attendre à ça, même si chaque fenêtre cachait un gars ou une mitrailleuse, ça ralentissait même pas la marée verte. Ils leur fonçaient juste tout droit, et soit les hommes s'étaient déjà enfuis, soit ils se faisaient passer dessus par la WAG. Et en à peine 15 minutes, la ville était en proie au feu et au chaos. Mais heureusement, les hommes reçurent des renforts. Leur kivol était super rapide et ils avaient des coptères capables de découper tout ce qui passait dans leur ligne de mire. Bon, c'est des trucs hommes toujours aussi fragiles, à peine les boys se sont concentrés dessus qu'ils ont fini par terre. Si tu veux, quand il y a même un shockboy qui a traversé un camion zombie avec sa fusée, le machin était moins solide que la tête d'un orc. Tch. Bon, en même temps, c'est pas surprenant. Le truc le plus solide, c'est toujours le truc orc. Mais à vrai dire, c'est surtout les gars au sol qui ont attiré l'attention. Même s'ils se sont dispersés dans la ville pour jouer du combat urbain et leurs petites embuscades un peu sournoises, au moins ils avaient le mérite d'être divertissants.
La bande a combattu pendant un bon 3-4 heures. Et Grux s'est éclaté, il a fait péter une réserve de carburant, l'explosion lui a fait griller la couenne, mais ça valait tellement le coup. Néanmoins, en se relevant, il vit un aigle peint sur la voiture d'un de ses hommes, des impériaux. C'est des impériaux! Chouette, se dit Grux. Ça veut dire plein de combats, et peut-être même des gros becs. Oh oui, j'espère qu'il y aura des gros becs. John n'en croyait pas ses yeux. En un mois, il avait jamais rien vu de tel. Les Pauvertes avaient repoussé l'armée américaine dans toute l'Afrique, mais ce territoire les intéressait pas. Il remontait toujours plus vers le nord, et alors qu'il avait rejoint les forces expéditionnaires envoyées aider les talibans pour défendre l'Afghanistan, territoire idéal pour la guérilla, tout du moins contre des humains, ces créatures avaient réussi à trouver leur planque. Enfin, on dirait plutôt qu'ils ont couru tout droit sans se poser de questions et les ont trouvés par hasard. Mais subitement, alors qu'il dégaina sa M4 et commença à arroser les orques, son arme ne trembla pas sous la déflagration interne des tirs, mais lâcha un rayon incandescent rouge écarlate qui eut bien plus d'effet que son misérable 5,56. Même s'il comprenait pas comment c'était arrivé, tous les Américains avec lui eurent le même résultat contrairement aux talibans. Et franchement, il se posa pas de questions, il préféra arroser jusqu'à ce que son chargeur soit vide. Ce qui mit étonnamment beaucoup de temps à se produire. Et aussi étrange qu'ait pu être cette intervention divine, ou coup de bol, ou donnez-lui le nom que vous voulez, Osef on respire encore, bah grâce à ça, il a pu repousser le groupe de peau verte en approche. Perdimir Poutus ruminait. L'Afghanistan aurait pu être à nouveau un rempart. Mais non, ces choses étaient inarrêtables. Elles ont juste couru tout droit à travers le pays, tapant sur tous ceux qui voulaient bien se battre, et repartaient illico presto. Ils avaient jamais cherché à conquérir ou gagner quoi que ce soit. Ils cherchaient juste à se battre. Et malgré toute l'aide internationale, dont celle massive de la Fédération espérant les empêcher d'atteindre le sol russe, ben ça les a pas empêchés de passer à travers. Maintenant, il y a des Américains qui se mettent à tirer des lasers au petit bonheur la chance, quand sans doute une divinité qui a visiblement décidé de lui casser les noix très très fort, a envie de varier le plaisir. Tiens, soldat ricain numéro 382 633, tire des lasers. Et toi, 612 014, toi aussi, vas-y, éclate-toi. Toi, le 532 800. Non, tu déconnes, frère, je te laisse te démerder. À ce rythme-là, Moscou se fait passer dessus dans moins de 2 semaines. C'est la panique totale, tout le monde essaye de se carapater ou de sauver sa thune. La bourse a explosé, plus rien n'est stable. On a déjà vu des prix multipliés par 3 en un jour et divisés par 5 3 heures plus tard, pour de nouveau augmenter dans la demi-heure. D'ici 3 semaines, l'approvisionnement en carburant ça va être une catastrophe et l'Afrique est dans un état pas possible. Mais bon, dans leur malheur, ils ont un peu de chance. Autant ils avaient vraiment pas besoin de ça, autant au moins ils ont l'avantage d'être assez ruraux et ont pas eu trop de problèmes à cause de ces peaux vertes. Ils ont juste couru tout droit et s'intéressaient pas trop aux fermes où il y avait 3 péons qui cultivaient les champs. Malheureusement, on rapporte aussi que des petits groupes de 3 ou 4 individus rôdent à droite à gauche. La majorité suit toujours la masse, mais ils sèment leurs congénères un peu partout. Néanmoins, la Russie c'est pas l'Afrique. Dans quel état sera-t-elle quand Moscou sera à feu et à sang? Et Saint-Pétersbourg? Et Novosibirsk? Et Ekaterinbourg ou Volgograd? Il en restera quoi après leur passage? Ok, ils laissent pas mal de survivants dans leur sillage même si on rapporte des enlèvements. Le plus grave, ça reste les dégâts matériels. On a bien songé à l'arme nucléaire, mais faudrait les rassembler. Et hors de question que la Russie serve de sacrifice. Ils se consolent tant bien que mal en se disant qu'après la Russie, les pauvres vont pas s'arrêter en si bon chemin. Au moins tout le monde y aura droit. Quelle autre consolation à la con. Ouais, super, on va tous avoir les bras cassés, chouette. Il se répétait qu'il aurait dû envoyer une frappe atomique sans accord international. Frapper alors que la WAG, comme elle a été surnommée, se trouvait loin de toute ville, et juste faire péter une zone quasi inhabitée pour stopper ces créatures. Franchement, au vu des dégâts potentiels, on lui aurait vite pardonné. Mais personne n'a eu le courage, et au final lui non plus. Après tout, il avait un peu peur aussi, parce qu'il savait qu'à tout moment ça pouvait se retourner contre lui. Mais maintenant, ah bah c'est trop tard. Le général Vassili Gregorovitch savait ne pas avoir le choix. Les peaux vertes ont franchi la frontière, et si rien n'est fait, ils fonceront sur Moscou. Sa meilleure option, loin d'être la plus réjouissante, c'est de les perdre dans la toundra. Mais ensuite, que faire une fois là-bas? Une tête nucléaire si possible? Sinon ce sera que retarder l'inévitable. Mais laisser ces créatures atteindre Moscou, c'est hors de question. Il se doit au moins d'essayer, quoi qu'il en coûte. En 12 heures, il rassembla une force mobile et des provisions pour un mois, et prépara un tracé de plusieurs chemins de secours pour éviter les villes et les villages. Sans aucun doute, ce plan est giga dangereux. En plus, il lui faudra le soutien de l'aviation et espérer ne pas se faire anéantir par leur puissance de feu. Sans même parler des imprévus, du manque de sommeil et une bonne gestion des distances entre eux et la force mobile. Allez, dans le meilleur des cas, la moitié des véhicules finissent hors jeu et l'équipage peut se cacher. Dans le pire... la WAG les rattrape, immobilise le convoi et les force à se battre. Et là, il n'y aura pas de miracle. Même si la marée verte a subi des pertes, elle est pas prête de s'arrêter. Michel,
plongea au sol, un pavé passant bien trop proche à son goût. L'émeute en cours est bien plus violente que les précédentes. Il essayait de rentrer chez lui quand il fut pris dans une branche de manifestants indépendants, comme diraient certains. Les gendarmes leur faisant face ont bien essayé de calmer la situation, mais rien n'y fait. C'est pas un beau discours qui va changer la donne. Depuis 2 semaines, la France est en ébullition. Ça a commencé avec des centaines de milliers d'immigrants fuyant la marée verte. Jamais autant de personnes n'étaient arrivées en même temps. Mais alors que ce désastre humanitaire causait drame sur drame, les orques ne s'arrêtaient pas en Afrique, ils continuaient, ne s'arrêtaient jamais. Et quand l'on comprit que cette guerre n'était pas comme les autres, la panique fit des dégâts absolument catastrophiques. Les manifestations qu'on qualifia rapidement d'émeutes furent de plus en plus nombreuses. De leur côté, les migrants, à peine arrivés, comprenant qu'ils avaient fui vers la prochaine destination des peaux vertes, tentèrent de retraverser. Désormais, depuis une semaine, la Méditerranée en était recouverte d'embarcations plus ou moins improvisées, qui essayaient d'atteindre, dans un sens ou dans l'autre, un salut qui n'était pas celui qu'ils espéraient. La WAG avait beau rester majoritairement soudée, des individus étaient semés à droite à gauche, et les militaires avaient compris à leurs dépens à ne jamais sous-estimer un orque. Peu importe son apparence, sa stratégie ou son nombre, avec eux tout est possible. Une dizaine d'orques peut parfois vaincre une centaine d'humains, ou à l'inverse se faire exploser par accident en voulant en vaincre un seul. C'est un ennemi imprévisible qu'il faudrait affronter avec la plus grande prudence, mais leur sauvagerie laisse peu de place à la patience. Le pire dans cette situation, c'est que toutes les armées de la planète s'étaient adaptées à la guerre moderne, une guerre d'humains, une guerre urbaine, à la limite de la guérilla, alors que les orques, eux, de telles subtilités ils s'en tapent. Quand ils vous repèrent, ils vous foncent dessus en tirant. Vous avez beau être préparé, avoir des pièges, les pertes ne leur font pas peur. Si vous les affrontez, votre position se fait pulvériser, et si vous vous cachez, bah c'est cool vous survivez, mais les orques laissent aucune cible stratégique derrière eux et n'ont jamais cherché à conquérir. Seulement de temps en temps, ils s'arrêtent pour installer un camp provisoire. Face à une cible statique, l'aviation a voulu tenter sa chance, mais c'est sans compter sur leur défense anti-aérienne. Bien qu'elle ait la précision discutable, elle a le pouvoir des mathématiques avec elle. Si 100 000 orques tirent 10 cartouches à la seconde, et qu'une seule suffit à faire s'écraser ton avion, quelles sont tes chances de passer indemne au-dessus de leur camp? Les missiles avaient à peine plus de succès, mais au moins on ne sacrifiait pas des pilotes dans des missions désormais réputées kamikazes. De son côté, Michel songeait à fuir le pays. Beaucoup de Français avaient essayé l'Angleterre, mais leurs frontières se sont fermées au bout d'une semaine. Et même si la mobilisation générale est envisagée, les orques arriveront dans 1 ou 2 mois. Comment tu veux faire d'un comptable un guerrier en 2 mois? Sans même parler des stocks d'armes. Non, la seule solution c'est d'unir les différentes armées d'Europe, de prier très très fort que la coordination entre les différentes organisations soit bonne, et lancer toutes les forces dans une seule bataille, affronter les orques sur leur terrain et à leur manière. Puissance de feu contre puissance de feu. Kwame transpirait sous un soleil de plomb, les nerfs à vif. Depuis 1 mois, il avait appris une chose, toujours se méfier. Un orque pouvait surgir de nulle part sans raison, vraiment sans aucune raison. Ils traînaient, cherchaient des trucs à taper, et dès qu'ils voyaient un humain, leur premier réflexe était d'essayer de le fracasser. Alors, pour survivre, fallait être discret, invisible. C'est ce qu'il faisait, là, en train de ramasser de la bouffe pour sa famille, et puis, 3 petits tas de verdâtres débarqua en courant droit sur lui. Oh, c'était pas bon ça. Mais visiblement, eux non plus n'étaient pas sereins. Ils détalaient comme des lapins paniqués, et ils avaient bien raison. Derrière eux, un orque. Un gabarit relativement petit pour son espèce, mais toujours bien trop grand pour que ce soit rassurant. Il leur fonçait dessus en riant comme un demeuré. Il portait un pagne, quelques branchages collés sur le dos, et il faisait tournoyer une énorme branche à la main. Kwame, lui, bondit dans les hautes herbes. Pas le temps de réfléchir. Il put se cacher des grottes, autant que de l'autre fou furieux qui transformait son champ de maïs en terrain de jeu. En à peine quelques secondes, la bête avait déjà fait des dégâts désastreux à son champ de maïs. En voyant la scène, Kwame réalisa un truc bien plus grave. Si ça continuait comme ça, ces saloperies allaient autant les tuer à coups de gourdin qu'à coups de famine. Alors qu'il regardait à droite à gauche, en tournant la tête, c'est là qu'il le vit. Un grotte, juste à côté de lui, un sourire niais collé sur la tronche. Il ne comprenait pas pourquoi ce sourire. Il tenta de lui faire signe, genre « Chut, reste planqué, bouge pas ». Il essayait d'avoir l'air calme, mais un bruit derrière lui attira son attention. Il tourna la tête, paf! Un choc brutal lui explosa le crâne, et il mordit la poussière. Il eut juste le temps de voir le grotte au-dessus de lui, une pierre à la main, prêt à frapper. Snabby sautillait de joie sous le soleil de midi. Il venait de trucider un homme. Qu'est-ce que ça faisait du bien! Pour une fois que c'est un grotte qui tue quelque chose! En plus, il va pouvoir récupérer ses dents et s'acheter un truc! Ok, c'est celle d'un homme, elles valent pas grand chose comparée à celle des orques, mais ce sera largement suffisant. Les dents, ça a plein d'avantages comme monnaie, mais si pour être riche faut taper des orques, c'est super injuste pour eux autres les grottes. Mais enfin, il pouvait sourire, le gros costaud les pourchassants s'amusait avec ses compères, et il pouvait savourer sa victoire. Il se mit à danser sur le cadavre du homme, riant et gambadant autour de lui. Il était heureux, heureux. Les grottes avaient des pulsions similaires aux orques, mais ils n'avaient pas la même force. Ça l'excitait tellement d'ôter la vie. Tuer,
Tuer est un accomplissement en soi pour eux. Contrairement à la réussite financière, ça c'est le petit bonus, une cerise sur un gâteau volé à des hommes. Néanmoins, sa joie, comme son sourire carnassier, s'estompa quand il se rendit compte qu'il avait très bien pulvérisé le crâne de cet homme. Même trop bien. Il avait aussi démoli la mâchoire supérieure. S'agenouillant, légèrement déçu, il caressa la mâchoire encore intacte et prit un grand soin pour retirer les dents une par une, puis retourna vers le camp le plus discrètement possible. Il ne fallait surtout pas que l'autre fou furieux l'attrape, sinon ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour son postérieur. Le bureau était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par les écrans diffusant des images du front. Père Dimir Poutus, président de Russie, fixait l'un d'eux, le visage figé, les traits tirés. Les orques déferlaient comme un raz-de-marée vivant. Les chars brûlaient, les soldats fuyaient, une ville entière, à peine visible sous la fumée de la WAG, venait d'être engloutie. Ses mains tremblaient légèrement, il les posa sur le bureau, inspira profondément, mais l'air lui parut froid, coupant. Derrière lui, les conseillers murmuraient, certains fixaient le sol, d'autres pianotaient nerveusement sur leur tablette, à la recherche d'un miracle qui n'existait pas. Puis, une voix brisa le silence. « Monsieur le Président, le général Gregorovitch a abandonné la ligne de défense. Il entraîne les orques vers la toundra. » Poutus ne répondit pas, il le savait déjà. Depuis plusieurs heures, les rapports affluaient, mais il refusait d'y croire. Gregorovitch n'avait pas obéi, il croyait pouvoir les isoler, ou alors peut-être jouer avec eux en attendant l'hiver. Quoi qu'il en soit, tout le monde savait comment ça allait finir. Poutus sentit un rire nerveux lui échapper. C'était donc ça, son propre général avait décidé pour lui. Peut-être qu'il avait raison. Les amener loin de la civilisation humaine pourrait avoir un effet. Les orques veulent se battre, et on les a déjà vus se taper dessus sans vraie raison. Alors, peut-être, perdus dans la toundra, ils vont finir par se taper dessus entre eux, puis on pourra donner un vrai combat aux vainqueurs. Toute l'armée russe contre les restes de la WAG. C'était sans doute la dernière solution, mais en désespoir de cause, il s'affala dans son fauteuil, acceptant l'avenir quoi qu'en soit le dénouement. Puis, un téléphone sonna. Son regard glissa lentement vers l'appareil rouge sur son bureau. Un silence, une hésitation. Il tendit la main. Gruc, avec 2 K et désormais un œil bionique, était fou de joie. Il hurlait de plaisir, laissant pendouiller sa langue dans le vent alors qu'il s'accrochait à un des nombreux camions de la WAG. En pleine transe grâce à la vitesse, plaisir, joie, bonheur. Si vous pouviez voir ce qui défilait dans sa tête, vous trouveriez rien d'autre. Il est exalté par chaque instant de pur bonheur, tirant de temps en temps avec son flingue, avec ou sans raison, souvent juste pour le bruit et sentir le recul. En parallèle, Zagrok, avec un seul cas, était monté sur eux le plus gros camion, tirant avec eux le plus gros flingue monté, afin de faire eux le plus de bruit que n'importe quel boys. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui peut faire mieux que lui, la moitié de ses boys sont accrochés et peuvent seulement tirer à une main. Les mieux lotis de toute façon, c'est les pilotes de véhicules. Ils ont accès à tous leurs fourmis et boutons, et certains sont liés à une tourelle pour qu'elle fonctionne en automatique. Et dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent? Foncer tout droit. Et Zagrok leur a dit qu'une seule chose, foncez tout droit. Embarquez quand même tous les boys que vous pouvez, et tant pis pour les lentibulbes ou des guibolles. Si on va tout le temps dans la même direction, ils ont qu'à courir tout droit pour nous retrouver. Mais il y a quelques mec boys à la traîne qui ont été malins. Ils ont reconverti et amélioré façon orc les petits véhicules des hommes. Maintenant, la moitié de la WAG peut se déplacer en véhicule, peu importe la taille ou l'allure. Vous savez, avec des orques montés dans des Twingo ou des Fiat Panda, je peux vous assurer que l'avenir de l'humanité est bien sombre. Il y a même un des avions Zom qui a été accroché à un camion pour permettre à une dizaine de boys de monter dessus. On raconte que c'est la bande de Razok qui a gagné le jackpot après avoir fracassé les arguments des autres prétendants. Wow! Un virage intempestif du conducteur manqua de faire tomber Gruc. Le petit malin. Dommage qu'il aimait trop les trucs qui pètent pour s'encombrer d'un camion. Même s'il était récupéré après la mise en orbite de la tête du pilote. Et puis bon, après réflexion, ces petits va-et-vient c'était bien marrant. Et puis Mignon il lui en voudrait. Il est le squeak de compagnie du pilote, un certain Grok, avec 2 K lui aussi. Cette petite boule de croc était trop choupie à sautiller sur les sièges et le toit du véhicule. Bah tiens, en parlant de lui, il sortait sa tête par la fenêtre en laissant pendre sa langue comme Gruc. Se retournant vers lui, la bestiole souriait, mais fut intriguée quand elle vit Gruc subjugué par quelque chose. Tamala s'effondra sur les gravats, son souffle court, le cœur tambourinant contre sa cage thoracique, ses mains tremblaient, crispées sur le manche de son couteau ensanglanté. L'orque gisait à ses pieds, son corps massif secoué de spasmes nerveux alors que la vie le quittait. Elle avait réussi. Elle avait tué un orque. L'adrénaline pulsait encore dans ses veines. Un mélange de triomphe et d'horreur se disputant son esprit.
C'était un orc, une bête sanguinaire qui n'aurait pas hésité une seule seconde à l'écraser comme un insecte. Mais c'était aussi une créature vivante et pour la première fois, Tamala se rendait compte du poids de ce qu'elle venait de faire. Pas le temps de s'attarder, d'autres pouvaient rôder dans les parages. Elle essuya machinalement la lame de son couteau sur une pièce de tissu du cadavre avant de se relever. Les ruines de la ville étaient traîtres, souvent calmes, un piège pouvait tout de même se cacher à chaque coin de rue. Des décombres instables, des carcasses de véhicules, des restes calcinés de bâtiments éventrés par les trucs Kiboom Orc, et pire encore, de ci de là rôdaient les grottes sournois ou les squeaks féroces. Mais les plus dangereux étaient évidemment les orques, désormais bien peu nombreux dans la région. Mais le souci, ils étaient des orques. 2 ou 3 peuvent être aussi dangereux qu'une trentaine de spécimens. Alors, pour survivre, Tamala avait bien fini par apprendre les règles. Ne pas faire de bruit inutile, se déplacer de nuit, éviter les zones trop ouvertes où un orc pourrait vous repérer d'un coup d'œil. La moindre erreur, si vous aviez pas de chance, pouvait vous coûter très cher. Aujourd'hui, tous les survivants de Blantyre connaissaient les règles. En tout cas, tous ceux encore en vie. Heureusement pour elle, son refuge n'était pas loin, un ancien sous-sol d'habitation dont elle avait barricadé l'entrée avec des débris. Il lui fallait y retourner avant le lever du jour. Sa main ne quitta pas la garde de son couteau, la ville morte lui murmurait ses avertissements, et elle savait écouter. Kondwame, ex-policier de l'ex-ville Blantyre, se traînait péniblement, les privations et les coups étaient devenus son quotidien. Un campement avait été bâti proche du site d'atterrissage, selon les standards orques, et les esclaves de ces monstres étaient encore pires que leurs maîtres. Là où les orques ne perdaient guère de temps avec les humains incapables de se défendre, les grottes, eux, étaient sournois, mesquins et d'une cruauté sans limite. Pour les orques, taper sur un truc qui réagit en se mettant en boule à la première torgnole, c'est la mort du fun incarné. À vrai dire, s'ils gardaient des humains, c'est juste parce qu'il manquait des grottes. Si on faisait pas gaffe, on pouvait se faire bousculer ou taper gratuitement. Mais tant qu'on évitait d'être dans le champ de vision d'un orc, qu'on faisait pas de bruit et qu'on fermait nos émotions pour éviter d'attirer leur curiosité sur les sensations humaines, comme au hasard la peur ou la tristesse, en vrai, ils pouvaient survivre. Et au bout d'un moment, les orques avaient presque oublié qu'il était là. À vrai dire, dans cette situation, ils n'auraient vraiment plus aucun problème si les grottes arrêtaient de le tourmenter à leur façon. Ah, avec eux, faut toujours garder un œil derrière soi. Toujours. Mais le pire, c'est quand ils le font pas exprès. Ces idiots, ils se retrouvent tous les 4 matins avec un squig aux fesses, les espèces d'animaux de compagnie des orques, qui de la vie de Kondwame, c'est juste une grosse balle avec des crocs aussi longs que son avant-bras, et une fringale intempestive de viande de toute provenance. Mais heureusement pour lui, il a fait des repérages. Et la sécurité chez les orques, c'est tout un concept, hein. C'est... Disons qu'il y a de la surveillance, oui. Mais vite fait, très vite fait. Franchement, il pense pouvoir s'enfuir. Il a préparé son itinéraire, il a tout ce qu'il fallait. Suffit juste de faire attention à un tout petit mini détail. Ne pas se faire choper. Non, parce que sinon, sûr de sûr, il sera heureux de perdre que la moitié de ses dents. 40 marines américains, 28 talibans, 31 soldats russes, 18 soldats de l'Artèche, l'armée iranienne, 12 soldats français, 8 espagnols et 22 gendarmes iraniens. Contre 200 orques pris sous un déluge de tirs. Mais comme à leur habitude, ils sont imprévisibles, et leur big boss font ça droit sur un bâtiment. Et évidemment, c'était là où les civils étaient cachés. À ce stade, 150 orques étaient encore indemnes. John vit leur chef à leur tête. Dans le feu des explosions, le chaos des tirs et le beuglement féroce des orques, John avançait, toujours plus vite. Il courut vers lui, coupait la tête et le corps tombera. S'il hésite, il est foutu. Alors il bondit en avant, évita un squig, égorgea un grotte, un couteau de combat dans chaque main, il tua un orc, évita un coup, courut, le boss à 15 mètres, il tua 10 mètres, tué 5 mètres, ses couteaux bloqués par une protection de la bête. Le qui coupe passa à 5 cm de sa tête, il évita un coup, il passa derrière lui, planta, du sang coula, un coup de direction sa tête, esquive, l'alien face à lui, le tuer, comment? Un coup de poing, proche, trop vite. Il est mort? Non, sa tête a évité la frappe. Son couteau dans l'avant-bras de la bête, insensible. Il faut continuer, un Beretta dans la main vide. Pour chasser, il vida le chargeur dans l'orque. La chose arracha un panneau, maintenant gourdin. Frappa encore, frappa plus vite, toujours plus vite. John esquiva, sauta, mieux, plus vite, toujours plus vite. Le temps s'arrêta. La bête avait lâché son arme en la lançant de côté vers lui. Il avait bien évité la feinte, mais pas le coup de poing surpuissant qui venait de lui percuter son Kevlar. Plusieurs côtes brisées, il essaya de respirer. Un deuxième coup, il fut projeté au sol. Il esquiva un troisième, passa sous la jambe de la bête. 3 secondes sans respirer. Il s'accrocha à son dos, le planta, ça fait 5 secondes sans respirer. Le planta encore, 10 secondes sans respirer. Encore, il fut projeté par la bête, 15 secondes. Il sauta, visa la gorge, sa seule chance. Il toucha, elle tressaillait à peine. 20 secondes, un autre coup de poing, à terre, 25 secondes. Roula de côté, debout, dévia le qui coupe, dernière chance, tout ou rien. Il planta dans l'œil. L'orque tomba, jaune sur lui, l'orque ne se releva pas, lui non plus. Il a à peine la force de rouler à côté de sa victime. Il n'a pas la force de célébrer sa victoire sur un boss orc de 2,50 m bien équipé et aux muscles surdéveloppés. De surcroît, au corps à corps.
Il est sans doute le premier humain à avoir réussi un tel exploit. Pourtant, ça fait 1 minute 30 sans respirer. Il commence à perdre connaissance, mais c'est un sourire apaisé sur les lèvres qu'il ferme les yeux. Zagrox se sentait vivant comme jamais, l'air vibrait des hurlements bestiaux de la Wag, et puis il y avait l'autre convoi blindé des hommes serpentant à travers les steppes dans une tentative désespérée d'échapper à la marée verte. Mais de mémoire d'orque, Zagrox a jamais vu un gars échapper à une Wag. En plus de là où il était, il les voyait parfaitement et pouvait les arroser comme il voulait. Juché sur son truc, un engin brinque-ballant couvert de tôle mal soudée et de glyphes gribouillés à la hâte, son plus gros flingue vibrait d'excitation dans ses pognes alors qu'il gueulait à plein poumon. Un petit squig, attaché à son épaule par une chaîne, se mit à chapper joyeusement, excité à la vue de la barbaque qui se carapate. Alors que devant lui, des warbuggies accélérés crachant des rafales de gros calibres sur les véhicules hommes. Chez les boys, il y a 2 types de stratégies pour tirer. Ceux qui sont extrêmement nuls et vident un chargeur en espérant toucher quelque chose, et ceux pas trop mauvais, mais qui font exprès de tirer de partout. Mais dans tous les cas, ils seraient tous capables de louper une vache à 3 mètres. Alors contrairement aux hommes qui eux sont vraiment pas logiques, ils tirent en full auto, et jouent avec les probabilités. Ouais. Et visiblement, les maths sont plus puissants que le blindage d'un camion blindé. Au moment de l'explosion, Zagrox sentit son cœur battre encore plus vite. C'était ça la vie! Pas les embuscades, pas les marches à travers les montagnes, pas les petits affrontements d'hommes. Non, là c'était une vraie WAG. Le rush, la vitesse, le frisson de la baston imminente. Et en plus maintenant la WAG avait ses propres avions. Et c'est pas les quelques ridicules petits zigs des hommes qui tentaient de prendre l'avantage que ça allait changer quelque chose. Hein. Les 3-4 moustiques là qui leur tournaient au-dessus de la tête, ils se faisaient déjà prendre en chasse par des Dakajet orques. Et alors que dans les airs ça allait commencer à s'amuser, il reporta son attention sur le convoi et pointa du doigt le plus gros camion. Une cible de choix. Celui-là, il est pour moi! Cria-t-il bien fort. Comme ça, si on a un qui essaye de lui chipper, soit il est parfaitement idiot et ça fera un faible de moins dans la WAG, soit c'est un gros costaud qui offrira un super combat. Néanmoins, au milieu de la douce mélodie des moteurs à explosion et des tirs de Daka, Zagrox souria à pleines dents quand il vit ce qui arrivait. Le général Vassili Gregorovitch poussa de toutes les forces qui lui restaient la trappe de son blindé de commandement. Inspirant toute l'air chargé de fumée et de sang qu'il put, il s'affala sur le rebord de l'écoutille et observa l'horizon. Sa force mobile en flammes. Quelques véhicules essayaient de fuir, d'autres de se défendre ou de protéger les équipages immobilisés, mais tous étaient déjà perdus. Ils étaient près de 40 000 hommes. Pourtant les orques n'ont pas peiné à les pulvériser. Leur puissance de feu combinée a oblitéré la plupart des véhicules. Alors maintenant, c'est dans cette plaine, en plein milieu de la Russie, qu'ils seront obligés de faire leur baroud d'honneur. Mais quelle baroud reste-t-il à faire? Les motards orques étaient déjà sur eux, et le reste de la WAG sera au corps à corps dans quelques minutes. Tout était perdu, aucun soldat de la force mobile allait s'en tirer. Alors, bien que relativement proche de quelques villes mineures, il fit la demande d'une frappe atomique sur leur position. Puis il redescendit dans le véhicule. Le pilote était déjà mort, traversé par l'espèce d'énorme javelot orque qui perfora le véhicule. Pendant ce temps, les 2 autres gars de l'équipage essayaient de se trouver une cachette. Ils ne l'avaient visiblement pas entendu donner l'ordre d'utiliser une arme atomique. De toute façon, vu l'odeur, Vassili savait que le moteur du véhicule était en train de prendre feu. Alors tout de même, il leur ordonna de sortir illico presto. Il savait pas encore ce que ça faisait de se faire vaporiser, mais il le supposait plus agréable que griller dans un blindé. À peine dehors, il vit le plus gros camion arriver dans cette direction. Le plus gros orque monté sur la plus grosse mitrailleuse. La créature entièrement à découvert, pas une seule plaque de protection. Tout de même, pour la beauté du geste, il lui tira dessus avec son pistolet, mais les balles n'avaient même pas traversé la peau. Il évita de se faire percuter in extremis avant de se rendre compte de son problème numéro 1. Le camion continuait sa route, mais des orques ont sauté, et maintenant il en avait une dizaine qui lui couraient aux fesses. Un tankiste lui offra un tir de soutien avec sa mitrailleuse, mais ça n'a pas aidé longtemps. À peine avait-il commencé à tirer que tous les orques se sont concentrés sur lui. Parce que contrairement aux orques, les humains, eux, ils essayent quand même de survivre. Et alors qu'il y songeait, il sentit un coup. Enfin, plutôt un orque le percutait plein de bourre. Il eut tout juste le temps de se relever pour éviter le suivant. Mais la seconde d'après, la tête de l'orque éclata. Puis, il entendit un déferlement encore plus impressionnant que celui des orques. Des avions de toute origine survolaient le champ de bataille, et une ligne de blindés recouvrait l'horizon. Il n'y a absolument aucun état qui peut assurer autant de véhicules. En parallèle, des hélicoptères déversaient des centaines d'hommes sur leur position en mitraillant les orques. Quant à eux, ils étaient tous plus exaltés les uns que les autres par la promesse de ce combat qui, on le sait, sera d'une ampleur cataclysmique. La puissance de feu contre la puissance de feu. La marée verte composée de quelques centaines de milliers d'orques contre toutes les forces militaires humaines disponibles. Jing, soldat chinois du 14e d'infanterie motorisée, sentait déjà l'odeur de la poudre à des kilomètres. Des centaines de véhicules étaient en route pour encercler la mêlée. Quoi qu'il arrive, les orques ne doivent pas s'échapper, encore moins leur chef. Ils étaient confiants, plus nombreux, bien entraînés, bien équipés, terriblement plus précis, mais bien moins résistants.
Un orc, tu peux lui taper dessus autant que tu veux, il tombera pas. Alors que lui, un coup, pas deux. Ils le savent tous, la victoire se jouera sur l'encerclement et l'efficacité des forces engagées au cœur du combat. Plus ils feront perdre de temps aux orques et plus l'humanité aura ses chances. Ils se répétaient, on va la gagner, c'est bon, c'est sûr. Mais la peur, le doute, l'appréhension d'avant chaque bataille, ça ils le connaissaient. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Savoir qu'une pièce d'à côté ça peut être un piège mortel, c'est une chose. Mais voir l'ennemi te foncer dessus, c'en est toute une autre. Surtout quand cet ennemi c'est une masse de muscles bestiales née pour la guerre. Le vent, claquant son visage, alors que leur jeep fonçait à travers ce terrain accidenté par les obus orques tombés de ci de là. Ils voyaient les colonnes de fumée s'élever du champ de bataille lointain, et voulu parler à leur conducteur juste 30 secondes pour penser à autre chose. Le souci, c'est qu'ils avaient tous des bouchons d'oreilles. Et en même temps, heureusement, ils n'entendaient qu'un son étouffé, mais le vacarme de la WAG était très distinctif. Et ils le savaient, même pour tout l'or du monde, ils n'auraient jamais retiré ses protections. Au-dessus d'eux, des hélicoptères venus de toute l'Asie volaient en basse altitude en mitraillant presque au hasard. Mais tu sais, quand t'as une chance sur deux de toucher quelque chose, et que tu tires 50 cartouches à la seconde, c'est plus vraiment un souci. Mais même si ça semblait logique, Jing n'en était pas moins préoccupé. Il était un soldat bien entraîné, et on lui avait appris toutes les tactiques de la guerre moderne. Alors, foncer tout droit sur un ennemi pareil, en tirant sachant que son entraînement servirait presque à rien une fois au contact, ça a vraiment quelque chose de flippant. Et quand il y a eu une munition orque grosse comme son poing qui a immobilisé la Jeep juste à côté d'eux, il y a eu une légère hésitation dans la conduite de leur pilote. Les deux camps s'arrosaient joyeusement, mais là où les orques encaissaient comme des bûches, on pouvait pas en dire autant des humains. C'est pour dire, avant même d'atteindre leur premier objectif à 800 mètres de la mêlée, il y a eu la moitié du convoi qui a fini immobilisé. Mais désormais, tous les problèmes stratégiques, c'était plus vraiment le problème de Jing. Lui, il était plutôt occupé à se plaquer au sol, seul survivant de cette Jeep après qu'un tir en ait arraché la moitié. Il avait juste eu le temps de sauter, mais atteindre la ligne de front à pied avec des balles qui volent au-dessus de sa tête, c'est un peu optimiste. D'autant plus qu'il y avait un dicton qui avait commencé à circuler parmi les soldats. Plus t'es loin d'un orque, mieux tu te portes. L'artilleur allemand Elias Hartmann observait la marée verte en ébullition, les tirs fusant dans toutes les directions. Et il avait beau être à 3 bons kilomètres, le bruit allait finir par le rendre sourd. Parachuté sur une colline bien loin de la mêlée pour cibler les plus gros véhicules orques, ce job devrait pas être compliqué sur papier. Les orques, ils ont tendance à fabriquer des véhicules gros, volontairement, stupidement gros. Mais c'est le chaos là-bas. Le plus dur, ce sera d'éviter les tirs amis. Au moindre obus partant à côté de la cible, il pourrait bien toucher un humain. Après tout le monde le sait, cette bataille ça va être une gigantesque boucherie. Et peu importe qui l'emporte, d'ici soir il y aura sans doute autant d'humains que d'orques étalés sur la plaine. Alors que la sueur perlait sur son front, déjà fatigué à jouer du marteau pour enfoncer les piquets de fixation du canon, Elias vit au-dessus de lui des avions parachuter des centaines d'hommes. Les meilleurs des meilleurs. Les forces spéciales sont déployées pour trouver et éliminer les spécimens orques les plus gros. Tout le monde avait été briefé, les luttes de pouvoir chez les orques sont très courantes. Alors flinguer leur chef, peu importe ce qui peut se passer, c'est assurer une victoire à moyen et long terme. En voyant tous ces guerriers sauter avec le courage dû à leur entraînement, Elias les observa et fit un salut respectueux à ces hommes envoyés pour un aller simple. Témoin 30 secondes avant le saut. Dylan, soldat de la Légion étrangère, repense à tout ce qui l'a amené ici. À son cousin Germain, Michel, resté en France. À son parcours, à son entraînement, mais aussi à sa mère, qui découvrira sans doute dans quelques jours la mission dans laquelle il a été envoyé, quand elle recevra l'avis de décès. Témoin 10 secondes. Il se prépare à sauter, tuer les chefs, c'est tout ce qui compte. Témoin 5 secondes. Couper la tête et le corps tombera. T 0 secondes. Il est sur le rebord, regardant en dessous de lui, une fraction de seconde, il a pas la moindre idée où atterrir. Jamais il avait été largué avec si peu d'informations. Et comme si ça suffisait pas, tout le champ de bataille était noyé dans la fumée. Il essaya de relativiser, de toute façon, au sol, ça aura pas beaucoup plus de cohérence. Au fond, tout ce qu'il espère, c'est d'avoir le temps de se battre, et pas de se faire cueillir à l'atterrissage. T plus 5 secondes. Mais comment les généraux ont pu venir à penser que c'était un bon plan? T plus 10 secondes. L'hésitation, c'est la défaite. T plus 15 secondes. Tuer les chefs, rien d'autre n'a d'importance. T plus 20 secondes. Un orque, gros, très gros, le tuer. Comment? Viser la tête. Ils sont très résistants, ne pas hésiter à vider un chargeur. Tout ce qui compte, c'est le vaincre. L'air était chargé de fumée et de sang. Lourde, humide. Artyom suffoqué, la gorge sec. Pourtant, le liquide encore chaud imprégnait ses vêtements. Il était recroquevillé dans le cockpit de son tank, un projectile orque avait traversé le blindage. Maintenant qu'il avait le temps d'y réfléchir et d'y repenser, leurs munitions sont juste super basiques. C'est rien d'autre que des gros bouts de métal en forme de balles catapultés de toutes les manières possibles, tant que ça fait un max de bruit. Et à l'intérieur de son tank, il avait fini par penser à tort d'être à l'abri. Après, vous savez, si vous encaissez plusieurs centaines de balles grosses comme un poing en 5 minutes, c'est normal de préférer penser être invincible que de paniquer à cause de la déferlante. Mais il avait fini par apprendre que le meilleur allié des orques, c'était les probabilités. Et dans l'histoire humaine, les mathématiques ont souvent prouvé leur supériorité sur le champ de bataille. Si t'as qu'une chance sur 1000 de traverser un blindage,
Bah t'as qu'à être assez déterminé, c'est tout. En tout cas, ça c'est la logique orc avec leur quantité gargantuesque de munitions. Et pour eux, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu qu'un seul énorme projectile qui a traversé le tank. Les deux énormes trous du projectile laissaient à peine passer la lumière. Et pourtant, ça lui faisait un peu d'aération. En même temps, heureusement, vu que la moitié des systèmes électriques avaient lâché avec les deux autres membres d'équipage éparpillés un peu partout. Alors, couvert de son immunité, il se mit à prier. Il était pas bien croyant, mais si une entité divine de toutes sortes et de tout poil pouvait lui venir en aide à lui et les soldats encore dehors, c'était bien le moment. Évidemment, rien de miraculeux se produisit, mais il s'attendait pas à grand chose. Alors il se plongea dans un état quasi végétatif. Il faisait le moins de mouvements possible, respirait à peine. Sa radio, décrochée, posée à 30 bons centimètres de lui, diffusait des ordres de plus en plus incohérents et entrecoupés d'appels à l'aide. Mais au milieu de tout ce raffut de plus en plus indescriptible, un cri tonitruant coupa toutes les communications le temps d'un instant. « Ce truc, c'est moi qui le conduis maintenant! What ?» Gruk gambadait dans la plaine, c'était leur plus belle bataille depuis leur arrivée sur ce monde. Et Mignon, il était devenu son squeak de compagnie depuis que leur camion avait explosé. Il tapait à droite, à gauche, un humain lui planta sa baïonnette en tirant avant d'esquiver un revers de la main. Ah, ce petit malin, il savait qu'il avait la tête fragile. Mais s'il pouvait pas toucher son porteur, l'arme entre ses côtes était beaucoup moins mobile et l'éclata facilement d'un coup de poing. À cet instant, il vit une sorte d'émotion un peu bizarre dans le regard de l'homme. Il dégaina un couteau et un pistolet et commença à essayer de s'échapper. Ah ça par contre, Gruk il voulait pas laisser faire ça, hein. Pour une fois qu'il tombait sur des hommes qui se défendaient plutôt bien, ce serait bête de les laisser partir. Il ordonna même à Mignon de pas le toucher pour un peu plus de fair play. Le Squig, à l'air un peu déçu, savait quand il fallait pas contrarier un orc. Et c'était clairement le cas actuellement. Alors, un peu dépité, il alla jouer ailleurs avec un humain venant tout juste d'atterrir à une vingtaine de mètres. Quant à Gruk, son humain était vraiment insaisissable. Mais l'idée qu'une seule torgnole réglerait tous les comptes de toutes celles qu'il avait esquivées le fit sourire. Ah bah au bout d'un moment ça a pas manqué, il dégoupilla une grenade pour s'en servir de gourdin, et l'humain eut peur, paniqua et fit une erreur. Il put ainsi lui mettre un coup de poing surpuissant, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. Et puisque c'est quand même chiant de devoir changer de prothèse de main tous les 4 matins, il décida de balancer la grenade par-dessus son épaule. Oh et l'explosion elle a fait un boucan de fou, c'était incroyable et le projeta sur 10 bons mètres en arrière. Bon par contre il avait quand même perdu connaissance, quelque chose comme 30 secondes. En se réveillant il reprenait ses esprits peu à peu et il analysa les dernières informations. Comment ça en arrière? Puis en voyant péter sa grenade devant lui, alors déjà il y a eu un bug de 5 bonnes secondes. Ensuite il s'est dit qu'il allait encore falloir passer chez les médicos pour récupérer des pieds. Et enfin il se rendit compte du trou qu'il avait dans le bas de son buste et comprit qu'une munition anti-char l'avait traversé. Aussi solide soit-il, ce petit jeu il allait finir par être mortel à ce rythme là. Pas que ce soit un vrai problème pour un orc, mais les humains de ce monde avaient montré qu'ils savaient se battre, alors ce serait dommage de louper la fête. Zagrok était sur eux le plus gros camion à la tête de la WAG, roulant en pleine bourre sur tout ce qui se présente face à eux, mais après les premiers combats ça devient de plus en plus difficile de trouver des hommes organisés pour opposer une vraie résistance. Même si la moitié des boys ils en faisaient qu'à leur tête, ils sont largement assez nombreux pour foncer tout droit sans se poser de questions. En roulant à travers ce combat mémorable, il riait aux éclats. Il avait pas lâché la gâchette de son flingue monté depuis 10 bonnes minutes et vit une position relativement fortifiée. C'est pas vraiment un défi, mais bon, il a pas besoin de plus pour foncer dessus. Les bougres, ils avaient quand même eu le temps d'installer des sacs de sable visiblement suffisants pour stopper la majorité des projectiles orcs. Ah, sauf petite exception de cette roquette tirée par Enfeu Bork. Grâce à sa réflexion supérieure, Zagrok put remarquer que les hommes étaient en formation. Alors ça avait aucun sens selon lui, mais bon, leurs standards sont illogiques, alors ça l'étonne pas. Vous savez, après 2 minutes d'une pluie de projectiles pareil, leur camp ressemblait plus à grand chose. Et étonnamment, le seul truc qui tenait encore debout, c'était un mât avec un drapeau, une espèce de croix blanche sur fond rouge, même si elle semblait vouloir se détacher à chaque déflagration des kiboum orques. Alors qu'il leur fonçait dessus, Zagrok entendit un bruit qui lui glaça le sang. Clic, clic, clic. Il avait plus de balles. Profondément dépité, il se pencha pour demander à son pilote d'en mettre dès que cet avant-poste serait écrasé. Maintenant, en plan B, il attrapa son kikouf de l'époque où il était qu'un boy durant et se rappela avoir eu du mal à le soulever à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est à peine un cure-dent. Alors, plan C, il attrapa sa toute nouvelle arme fabriquée par les Mech Boys de tête qui tourne, le Mech Boys en chef. C'était un immense marteau avec un mini moteur warp installé à l'intérieur. En le soulevant, le démon accroché au marteau se mit encore à gémir et sans doute à maudire dans sa langue. Le bestiau a juste assez de liberté pour frapper, mais pas assez, normalement, pour tuer son porteur. Aussi rouge qu'Arnius, démon brandissait une épée flamboyante et arrêtait immédiatement ses jérémiades quand il tuait quelque chose, que ce soit avec son épée ou sa tête percutant une autre moins solide. Gregorovitch paniquait. Il venait d'ordonner une frappe atomique. C'était son dernier recours si son convoi se faisait attraper. Mais il n'avait pas prévu de recevoir des renforts pareils littéralement 2 minutes après avoir ordonné le tir de missile. Il avait réussi à contourner les procédures de tir grâce à des contacts haut placés. Mais maintenant, il le regrette amèrement. Il essayait de recontacter le site de tir, mais les ondes étaient brouillées.
À ce stade, il priait juste n'importe quel dieu pour que son premier message n'ait pas pu atteindre sa destination. Quelqu'un ait le bon sens d'annuler son ordre. Quoi qu'il en soit, s'il veut avoir la réponse, il allait falloir survivre. Et la meute de Squig en approche allait pas l'aider. Alors, sans réfléchir, il fonça vers le blindé le plus proche pour s'y réfugier. Mais combien de temps ça le protégera? Ça, c'est une bonne question. Dans les ruines d'une zone industrielle, des gravats, des cendres, des échos de canon, le caporal Shen tient une position avancée avec son escouade, abritée derrière une vieille excavatrice. Dans cette petite ville russe à 10 km du cœur des combats, fusil à pompe dans une main, cocktail molotov dans l'autre, il attend. Les grottes arrivent par vagues. Ils crient, sautent, se prennent les pieds dans les barbelés. Feu à volonté, hurla-t-il. Un jet de flamme, un hurlement d'orque, le ciel s'assombrit sous la fumée. Mais soudain, un rugissement. Pas un cri, un moteur. Un truc orque blindé déboule, écrase les sacs de sable, pulvérise un drone de reconnaissance et fonce droit vers Shen. Il a tout juste le temps de sauter. Le truc passe sur deux de ses hommes, fait un demi-tour dérapé digne d'un film, puis un homme sorti de l'engin, en feu et rugissant de bonheur. Le reste, tout le reste, n'est que flammes, tirs croisés et hurlements. Jeff Quick, avec 2K, était un grotte des plus téméraires. Il volait au-dessus du champ de bataille avec sa fusée accrochée sur son dos. En temps normal, les orques s'amusaient à essayer de le brûler, mais ils étaient bien tous trop occupés par la baston. Alors, tout peinard qu'il était, il pouvait profiter du spectacle et des sensations. Volant haut, très haut, plus il montait, plus les orques devenaient petits. Même plus petits qu'un grotte. C'était une sensation de liberté et d'invincibilité qu'il n'avait jamais ressentie. Et c'était trop bien. En cet instant, pour rien au monde, il n'échangeait sa place avec un orque. Les NAS, soldats suisses, tenaient un avant-poste de sacs de sable et de véhicules blindés servant de tourelles de défense. La fumée de la guerre arrivait sur eux tel un nuage toxique. Mortel? Non, en tout cas en théorie. Mais en revanche, le moral en prenait toujours un coup. Déjà qu'il n'est pas bien élevé, elle aperçut un soldat prendre ses distances avec une discrétion très relative. Mais est-ce qu'elle pouvait vraiment lui en vouloir? En face d'eux, un 150 tonnes orque lancé à 200 km/h leur arrivait dessus. Ah clairement, la seule raison pour laquelle elle n'avait pas déjà rejoint, c'est qu'elle pensait avoir aucune chance de se carapater. Tirant dans le tas, plus de peur que d'espoir d'arrêter l'engin, et comme si ça suffisait pas, il y avait des milliers d'orques qui suivaient ce truc. Des masses vertes, musculeuses, recroquevillées sur elles-mêmes, bardées de plaques de métal et de pics, des crocs, et parfois même des crânes. En chargeant, elle vit deux soldats se faire pocher pendant qu'ils essayaient d'installer une mitrailleuse. Les uns après les autres, les soldats tombaient, les véhicules explosaient, et comme si ça suffisait pas, ses tympans lui faisaient mal. Cette déferlante, elle lui déchirait les oreilles malgré ses protections auditives. Plus les orques s'approchaient, plus les tremblements de la terre s'accentuaient. Elle sut à grosses gouttes, autant à cause du stress que les murs de flammes commençaient à encercler leur position. Le temps d'un instant, elle crut que ça allait les sauver. Mais non, clairement, les orques traversaient en riant, même si ça leur grillait un peu la couenne. Plus ils avançaient, et plus elle se demandait comment on pouvait juste arrêter un tel déferlement de folie pure. Le champ de mine placé à l'avance, ils ont même pas remarqué les pertes. Les barbelés, ils sont passés à travers. Les snipers, ils les remarquent même pas. La dizaine de chars sur leur position avaient beau envoyer toutes leurs munitions, ça changeait pas grand chose, ils se faisaient détruire un par un, et les orques continuaient à avancer. À peine eut-elle fini de recharger qu'elle se releva, pour se faire percuter par un orque à moitié en feu à accrocher une fusée. Se rendant compte qu'elle était emportée par la bête, elle regarda la source d'une douleur aiguë. L'énorme croc de la bête se perdait dans son ventre, son kevlar perforé. Elle hurla alors qu'elle était emportée par la bête complètement extatique. Son arme tomba, elle essaya de se débattre, se rendant compte que l'orque fonçait tout droit, prenant à peine conscience de sa présence sur sa dent. Dans un moment pareil, elle eut tout de même la présence d'esprit de récupérer son couteau dans sa botte. Elle planta l'orque. Encore. Cette fois, il s'en rendit compte et secoua la tête pour se débarrasser de la mouche qu'il avait coincée entre les dents. Lena se réveilla, du sang sur le visage, la visu embrumée, l'air était chargé de fumée et de sang, presque irrespirable, à moins que ce soit la masse ensanglantée reposant sur elle et ses poumons qui l'empêchaient de respirer. L'orque avait enfin cessé de bouger, sa fusée à moitié explosée. Elle était affalée contre un tank, la tête de l'orque en partie incrustée dans son blindage. Heureusement pour elle, elle avait eu la chance de pas le percuter de plein fouet, sinon elle serait sans doute plus là pour sortir le croc de la bête dans son bide. En se concentrant sur son environnement, elle se rendit compte que tout autour d'elle, un silence, presque inquiétant après ce qu'elle venait de vivre, venait de s'installer. En fait non, c'était pas un silence, plus un sifflement, une vibration. Après 30 secondes à reprendre ses esprits, elle comprit qu'elle avait des acouphènes. Au bout de 2, 3, 5 minutes, la notion du temps était devenue très floue pour elle. Les acouphènes commençaient à disparaître. Et le sifflement était très rapidement remplacé par les crépitements des flammes et les cris des blessés. Le camp n'était plus qu'un champ de ruines, une désolation stérile. Comme partout où passent les orques, derrière eux, ils laissent un sillage de sang et de flammes. Des survivants, oui, mais dans quel état? Aucun d'eux s'était arrêté pour l'achever, mais elle pourra s'estimer heureuse si elle survit à ses blessures. Pour calmer la douleur, elle prit des antidouleurs et essaya de se dégager une fois qu'ils ont fait effet. Mais subitement, elle perçut quelque chose, ou quelqu'un, qui titubait à quelques mètres d'elle. Alors, elle essaya de l'appeler, espérant qu'il soit en assez bon état pour l'aider. Tentant toujours de se dégager, elle appelait toujours plus fort. Elle appelait encore et encore. Et malgré les antidouleurs,
Retirer ce croc et les éclats de Kevlar coincés dans son ventre allait être un vrai calvaire. Elle reporta son attention sur sa blessure en attendant que l'autre daigne ramener ses fesses. Mais alors qu'elle pensait que sa situation pouvait pas empirer, son sang ne fit qu'un tour. La personne proche s'était écroulée d'un coup, comme si on avait coupé les ficelles d'un pantin. Puis, un pas, deux pas, et un troisième dans sa direction. Massif, mais traînant, ceux d'un orc. Chaque pas faisait bondir son cœur. Alors qu'elle était à moitié ensevelie sous les restes du Shockboy, un visage vert, anguleux, presque carré, la gueule remplie de crocs faisant la taille de sa main pour les plus petits. Des petits yeux transpirant la violence se posèrent sur elle. Cette bête était même entourée d'une espèce d'aura électrique. Elle sentait ses cheveux se tendre petit à petit plus il s'approchait. Enfin, la créature eut un sourire satisfait et tendit la main pour l'attraper. La pince, un orc des Deathskull ayant chapardé d'une pince énergétique d'où son nom, était dans une situation assez compliquée. Le pionnage des hommes était en train de pulvériser les orcs sur ce flanc de la baston, et il s'y trouvait. Ni une ni deux, il fonce vers un camion stupidement laissé à l'arrêt, sauta par-dessus les deux boys morts collés contre son flanc, arrivé à hauteur de la cabine, il ouvrit la portière pour en toucher deux mots au conducteur. Ce dernier ne fut pas très attentif, il y avait déjà trop de trous d'aération dans cet orc pour lui faire entendre raison. La pince démarra son nouveau camion personnel et prit rapidement ses marques. 5 secondes plus tard, il fonça direct sur les positions des hommes. Des boys s'accrochaient, et pouf! En moins d'une minute, ce véhicule venait de recevoir un tout nouvel équipage. Ils foncèrent à toute berzingue, la pince à la tête d'un convoi dont ils n'avaient aucune idée de la taille, mais sans aucun doute largement suffisant pour anéantir ces hommes. Malgré l'effet de la vitesse, il vit quelque chose de gros dans leur position. Un tank zombie, un machin plat et pas bien épais, le canon pointé dans sa direction. Il accéléra toujours plus vite. Pas assez vite mon gros, riait-il. Rien que pour sa lenteur il voulait se le faire, et poussa le moteur au-delà de son maximum. Soldier, un orc d'Egoff, brutal et rusé, avait un gros marteau appelé Necrosmasher. Il s'en servait pour éclater des caberlots, comme pour cet homme à moitié aplati à ses pieds. En le regardant de plus près, il remarqua que ce boug avait une espèce de lance-roquette à 4 tubes. Alors pour tester, même si le machin devait être sans doute fragile, il ramassa le fourbi et observa autour de lui. Il se rendit compte que personne n'avait attendu et que la mêlée s'était déjà déplacée de 100 bons mètres. Alors, une idée traversa son esprit. Il grimpa sur la carcasse du camion le plus proche, sauta, tira sous ses pieds. Alors effectivement, il fut projeté, même dans la bonne direction en plus. Mais, comment dire, pas entier. La pilote d'avion de chasse allemand Ava commença à paniquer. Elle ne voit plus rien en dessous d'elle, que de la fumée noire et des colonnes de flammes. Le cockpit est devenu une vraie fournaise, les alarmes lui vrillent la tête, les écrans clignotent en rouge, et un pan entier de l'aile gauche s'est fait grignoter par un tir de roquette orc mal ajusté, mais foutrement efficace. Elle a beau tirer sur le manche, le typhon descend trop vite, bien trop vite. Ça fait 30 secondes que sa radio crépite, et finalement explose sous une étincelle. Alors, elle déverrouilla l'écoutille d'urgence. Elle se redressa, gaina tout son corps, inspira profondément. 1, 2, 3, elle déclencha le siège éjectable. Imaginez vous prendre un énorme gant de boxe pleine face. C'est une vague idée pour décrire le choc de la dépressurisation. Mais une fois le parachute déclenché, elle se sentit apaisée. Même si elle savait que ça durerait pas, c'est la première fois depuis le début de cette bataille qu'elle pouvait souffler. Le reste de la journée serait voué à essayer de s'extraire, mais ici, en suspension dans les airs, le temps semblait s'être arrêté, une paix relative alors que ses camarades étaient engagés dans un balai mortel avec les Dakajet orcs, bien plus lents mais robustes. Les orcs avaient le nombre, eux la vitesse. Pour vous dire, elle en avait eu plus d'une vingtaine avant d'être abattue. Et grâce aux efforts des différents pilotes, le ciel était plus ou moins sous leur contrôle. Au moins ici les humains remportaient la victoire. Mais qu'en était-il au sol? Ça c'est une bonne question qu'elle allait découvrir. L'herbe était asséchée, craquant sous ses bottes. Dans son casque, la respiration était difficile. Pour la symbolique, elle sortit son pistolet, mais avait peu d'espoir de calmer un orc avec ça. Elle repéra une forêt à 300 ou 400 mètres, et heureusement pour elle, elle avait atterri dans une zone excentrée des combats. Sans pour autant baisser sa garde, elle prit la direction de son potentiel refuge. Mais à peine eut-elle marché 50 mètres qu'une bande de grottes, ces espèces de petits pots verts sournois arrivaient sur son site d'atterrissage. Une petite dizaine d'êtres maigrichons armés de surins et de pistolets. Ils pouvaient être autant dangereux par leur nombre que par leur stupidité en attirant des gros problèmes comme un orc. Elle recula doucement, essaya de se trouver une cachette. A-t-elle fait un bruit? Sans doute non. Le hasard est le meilleur ami des orques. Ils se jaugèrent, puis elle commença à courir. Le T-90 rompit comme une bête blessée. Chaque secousse fait cliqueter les obus dans leur rack. La visée thermique est morte, la tourelle tourne avec 2 secondes de délai, et la radio capte des ordres contradictoires du commandement. Mais Boris Petrovski, tankiste vétéran, continue à pulvériser des orques à la chaîne. Le reste de son équipage est mort ou blessé. Alors, une main sur le manche, l'autre sur le canon coaxial, il vise. Boum! Un obus déchire un Big Mac dans son camion de fortune. Une grenade orque rebondit sur la tourelle. Il se mit à ricader. Si c'est avec ça qu'il compte passer son blindage, il s'attendait à pire. Il tourne la tête, l'écoutille arrière pourtant verrouillée et arrachée à main nue. Une silhouette énorme, verte,
Suis un tente de cambouis et de sang humain saute dans le tank. Un cri, un feu et un geyser de sang contre le périscope. La tourelle s'arrête, le moteur cale. Silence. Puis dans le micro du tank. Struc, c'est moi qui le conduis maintenant. Wouak. Berdimir Poutus courait dans les couloirs du bunker présidentiel. Et il devait arrêter ça à tout prix. Gregorovitch pensait être foutu. Il pouvait pas savoir qu'une coalition de circonstances avait été créée pour stopper les orques. Et encore moins qu'il déciderait de l'utiliser comme un pas. En revanche, bordel, à quel moment cet abruti a pu avoir le droit de demander une frappe atomique? Ah, pour Poutus, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas tapé un sprint pareil. Clairement, si ce missile part, ce sera un désastre absolu. Et il lui faut encore 30 mètres pour atteindre la salle de commandement afin d'annuler l'ordre. Il priait tous les dieux de cette planète que le missile soit pas déjà parti. Et aura-t-il le temps d'annuler l'ordre? Ça, il ne peut que l'espérer. Nabo, c'était un petit orc du clan des Evil Sons. Tout peint en rouge de la tête aux pieds. Encore qu'à ce stade, difficile de savoir ce qui était du son ou de la peinture. Il suivait son obs, au nom bizarre, un certain Citroën. 2 fois plus grand que lui, bien plus costaud, le genre a toujours arrivé en premier au combat. Et elle finit avant que Nabo ait eu le temps d'y poser une botte. Même pas en rouge comme l'éclair, il restait toujours trop lent. Alors, cette fois, Nabo en a eu marre. Il a eu l'audace d'interpeller Citroën. Et a failli se faire éclater pour manque de respect. Pour lui suggérer l'idée que lui, Citroën, avait eu un plan génial. Ah, ça c'est un plan très simple et très efficace. Catapulter Nabo sur les prochains hommes qui verraient. Et même pas 30 secondes plus tard, une escouade de 5 hommes est apparue de nulle part, slalomant entre les carcasses de véhicules, à peine à 50 mètres. Alors, Citroën a attrapé Nabo par le col, l'a soulevé comme un sac à patates et l'a balancé de toutes ses forces. Nabo, en transe grâce à la vitesse, volait avec la vitesse du guépard et la grâce du koala défoncé. À plus de 5 mètres au-dessus du sol, il a vu les hommes se rapprocher. Vite. Très vite. Il n'était jamais allé aussi vite. Et ça le faisait jubiler. Cette fois, c'est lui le meilleur, lui le plus fort. Et sous l'effet de l'adrénaline, il beugla un whack tonitruant, un kick-coupe dans chaque main, et s'écrasa au sol. Koff, un orc goff pure souche, traquait avec sa bande un détachement de fantassins hommes en fuite. Des lâches, ils voulaient même pas se battre. Une vingtaine couraient comme des rats dans le chaos ambiant. Fumée, flammes, carcasses de véhicules. Tout ça, ça donnait l'avantage aux orques. Parce que, au corps à corps, y a pas mieux qu'eux dans toute la galaxie. Et c'est pas ces petits gringalets qui allaient leur prouver le contraire. Même quand ils tombent dans une embuscade. 5 tireurs hommes, bien planqués derrière des morceaux de buggy explosés autour d'un gros cratère, et un mitrailleur calé derrière une jeep à moitié pulvérisée. Mais la bande ils hésitent pas, ils foncent sans se poser de questions. Leurs petites balles ils peuvent rien faire contre des orques. Et à 10 mètres, 15 orques. À 8 mètres, 13 orques. À 6 mètres, 10 orques. À 4 mètres, toujours 10 orques. Korf lui, y était presque. Il voit la panique dans le yeux du homme planqué derrière sa pauvre voiture. Il sait qu'il va la voir. Pendant ce temps, Ultif, Brice des Skulls, il traînait là où la WAG était déjà passée. Le combat s'était déplacé ailleurs et sans véhicule, il avait pas pu suivre les autres. Pas grave, lui, il avait un autre objectif. Trouver le plus beau matos, le vrai trésor. Il souleva le capot d'une Jeep, rien d'intéressant. Puis il grimpa sur un blindé humain. Il dut forcer un peu les coutilles pour y entrer. L'équipage a cramé à l'intérieur avec tout ce qui aurait pu avoir de la valeur. Mais pas découragé, il continuait sa recherche. À pas de loup, il errait entre les carcasses à la recherche d'un véhicule en meilleur état, son futur engin. Puis il entendit des bruits de pas. Pas bien loin, même vachement près, très près. Un grand sourire fendit sa face de haut en bas. Il se planqua juste assez longtemps pour dégainer son flingue, piquer un Bluedax un peu trop distrait. Avec la baïonnette qu'il avait bricolée lui-même, il surgit de derrière sa cachette et arrosa le premier homme sans sommation avant de se jeter dans la mêlée. Liam, soldat anglais déployé par hélicoptère, progressait prudemment entre les carcasses de véhicules calcinés. Le sol craquait sous ses pas, sec et couvert de cendres. Et chaque mouvement semblait réveiller une odeur de métal brûlé et de chair cuite. Il serrait son arme contre lui, les yeux balayant les ruines fumantes. Autour, des carcasses de blindés militaires, éventrées, criblées d'impacts ou encore en flammes. La chaleur était étouffante, l'air devenait irrespirable. Le vacarme ambiant, tirs, explosions, cris, était assourdissant. Et pourtant, à cet instant précis, tout semblait figé, silencieux, comme s'il errait seul dans les restes d'un champ de bataille hanté par des fantômes. Des cadavres, humains, orques, peu importe, jonchaient le paysage dévasté. Un vrai carnage! Liam dut enjamber le corps massif d'un de ces monstres. C'était la première fois qu'il en voyait un d'aussi près. La brute était couverte de muscles et bardée de plaques de métal grossièrement rivetées. Rien qui, en théorie, devait arrêter les balles d'un fusil d'assaut. Et pourtant,
Ils encaissaient comme des bûches, les plus petits ils tombaient entre 5 et 10 balles. Pour les gros, Liam avait arrêté de compter, il savait juste qu'il fallait vider le chargeur entier et espérer. À ce stade, chaque fois qu'il en croisait un et s'en sortait, c'était un demi-miracle. Mais bientôt, il allait avoir un vrai problème de munitions. Il se remémora les 30 dernières minutes, et clairement, rien ne s'était passé comme prévu. Ils étaient descendus à 10, dès le premier affrontement, la moitié du groupe avait été tué ou mis hors combat. Maintenant, ils étaient plus qu'une poignée, malgré la fatigue, les blessures, la peur, l'escouade avançait. Prudente, mais rapide. Tout le monde savait ce que ces créatures étaient capables de faire, et c'était hors de question qu'elles continuent à raser ville après ville. Mouvement, 12 heures hurla le sergent dans sa radio. Liam plissa les yeux, les sens en alerte. Et c'est là qu'il le vit. Un truc rouge, volant, et surtout hurlant. Ce n'était pas un missile, ni un drone, ni une balle, c'était un orc. Un orc qui volait. Enfin, plutôt un orc catapulté par un autre orc. Une sorte de boulet de canon vivant, tournoyant dans les airs, un qui coupe dans chaque main, beuglant un wag tonitruant. Il leva son arme par réflexe, mais il savait que c'était déjà bien trop tard. Le projectile littéralement orc arrivait droit sur eux. Putain! Le sol explosa à quelques mètres dans une gerbe de terre et de métal. La vague de choc projeta Liam sur le côté, couvert de poussière et sonnait. Il entendait encore l'écho du cri rageur résonner dans son crâne. Quand il rouvrit les yeux, une silhouette rouge se redressait, couverte de sang, de cambouis, et apparemment de bonne humeur. Hé, c'est moi le premier ce coup-ci! Mais il n'eut pas le temps d'en dire plus, 3 rafales bien placées mirent fin à sa fanfaronnade. Liam changea de chargeur en vitesse, se retourna, et vit la marée verte arriver. Des orques? Trop d'orques! Beaucoup, beaucoup trop d'orques! Le soldat irlandais Kebrock fut déployé avec les troupes anglaises, mais très rapidement séparé des autres à cause des combats. Réussissant à survivre en rassemblant des combattants de ci de là, il se retrouva immédiatement à leur tête grâce à un charisme presque instinctif. En progressant, il vit un orc tourner autour d'un véhicule de transport blindé immobilisé. Apparemment, cette créature essayait visiblement de l'ouvrir pour une raison obscure. Et au nom de la sainte discrétion, Kebrock se porta volontaire pour aller poignarder cet orc. Mais en l'agrippant, malgré ses nombreux coups de couteau, la bête se débattit. Puis, un bon coup de coude bien placé lui coupa le souffle. Il continua désespérément de le planter, si l'orc se libère, son groupe aura bien du mal de l'aider sans le toucher lui aussi. Et puis franchement, personne n'a vraiment envie d'affronter un orc en face à face. Le sang a beau couler de son couteau, c'est pas en réchauffant sa main qu'il allait s'en tirer. Il visa immédiatement la tête, mais la créature voulait vraiment pas tomber. Une tornade de coups s'abattit sur lui, il esquiva le premier, le deuxième, le troisième lui arracha un grognement de douleur, un quatrième, puis un cinquième coup visèrent son abdomen, où un léger craquement se fit entendre. Soudain, la bête se mit à ruer avec rage, encore, puis elle s'écroula dans un dernier râle. Oh, bonjour la discrétion, cracha Corbec en recrachant un filet de sang. En ouvrant le véhicule, il comprit ce que cherchait l'orc. À l'intérieur, il y avait une espèce d'hôpital de fortune géré par 2 médecins de terrain. Il y avait près d'une dizaine de blessés graves, tous plus mal en point les uns que les autres. Immédiatement, Kebrock décida de défendre la position. Ces hommes se dispersèrent pour établir un périmètre de sécurité d'une 50aine de mètres, intégrant tout nouveau soldat croisé sur le chemin. Mais la plus grosse difficulté, ça va être d'éliminer les orques. Et ça va être une grosse partie de plaisir. Plus ils faisaient du bon boulot pour tenir leur position, plus les orques ils affluaient en masse. Kebrock grinça des dents en y pensant. Bordel, on dirait que le bruit des combats les attire comme des mouches. Puis il se rappela des rapports. Ces créatures vivaient uniquement pour se battre, donc oui, forcément. Une nouvelle bande, plus d'une vingtaine d'orques approchaient. Kebrock passa entre 2 véhicules en mitraillant. 3 orques tombèrent. Poursuivi, il fit exploser 2 mines trouvées dans un camion, réduisant 2 autres peaux vertes en morceaux. Profitant de l'explosion, 4 soldats sortirent de leur couverture pour arroser les orques, en abattant 3 de plus. Malgré cela, la bande continua à le poursuivre. Un piège à grenade a beau en expédier un autre tapis, ça allait pas régler le problème. En plus, quand ils eurent un angle de tir dégagé, ils ont arrêté de tirer au hasard. Même s'il faut rester prudent vu le nombre de balles qu'ils envoient en l'air. Pour vous dire, 5 minutes plus tôt, ils avaient déjà perdu un gars comme ça. Alors qu'ils changeaient de position, plusieurs projectiles orques s'étaient abattus sur eux alors qu'il n'y avait aucune source visible. La plupart avaient pu se mettre à couvert. Sauf ce pauvre gars. Les orques devenaient de plus en plus enragés et Kebrock sentait l'étau se resserrer autour de lui. Il avait plus de surprise au menu. Alors il songea à battre en retraite quand un orque surgit soudain de derrière un tank éventré. Dans l'épaisse fumée des incendies, chaque coup était une faucheuse traversant la brume. Esquive, coup de crosse dans la mâchoire, riposte. Il frappa le genou de la créature, qui tomba. Il devait la finir vite, les autres approchaient, et surtout leur chef. L'orque tenta de le mordre, il retira sa jambe juste à temps, mais reçut un coup violent sur le genou, amorti grâce à sa genouillère. Enfin une rafale mit fin à la menace. Ne lâchant pas la détente, il arrosa les nouveaux arrivants. Mais eux aussi lui répondaient avec une précision plus ou moins discutable. N'empêche, une de leurs balles, grosse comme une balle de golf, passa si près de lui qu'il en perdit des cheveux. Il tirait toujours, encore. Les orques approchaient très près, très vite, trop près, trop vite. Il dégaina son couteau, plongea, planta, esquiva, un coup, 2 coups, 3, mais fut touché. Le qui-coupe de l'orque entama sa chair sans être mortel. La douleur fut engloutie par l'adrénaline. Il tua un orque, mitrailla un orque, se baissa, frappa l'ennemi, ne broncha pas. Il passa au suivant, vida tout son pistolet dans la tête du premier venu, évita un revers. Il dansait, la mort s'appartenait. Esquive, toujours plus, des coups, toujours plus proches.
trop proche, essoufflé, il croit hésiter un instant. Le Kikup orc s'abattit sur lui et le trancha en deux. Non. Non, esquive au dernier moment. Roulade, mitraillage. Plus que 3, il tira, plus que 2. Il sauta, il prit un coup, plus que 8 côtes. Au sol, il criblait alors que venu l'achever. Il se releva, se protégea du marteau du Nobs avec son arme devenue inutilisable. Il ramassa la hache d'un orc. Très lourde, trop lourde, même pour lui. Tuer ce monstre. Un coup manqué, esquive, esquive. Soit en arrière, l'orc la cule dans une voie sans issue. Il entend d'autres tirs, les autres étaient occupés et personne pourra venir l'aider. Survivre, survivre, comment survivre? Non, tuer, tuer, comment tuer? Esquive, parade, la hache, se plante dans le crâne du Nobs. Et il s'écroule. Kebrock, en sang, tombe à genoux, à bout de souffle, blessé, vidé, mais aussi soulagé et plus vivant que jamais. 30 minutes plus tard, leur position était constamment encerclée, toujours en infériorité numérique, presque à court de munitions, et entouré de cadavres d'orques. Kebrock, lui, il était transcendé. Son casque avait volé après l'avoir miraculeusement sauvé, son Kevlar était en lambeaux. Comme arme principale, il s'était rabattu sur une mitrailleuse lourde, arrosant tous les trucs verts pointant le bout de leur nez. À lui seul, il était devenu la principale raison pour laquelle leur petit hôpital tenait encore debout. Et comme toujours là où il y avait de l'espoir, d'autres survivants arrivaient, et leur rang grossissait. Tête qui tourne, c'est le mec boys en chef de la WAG et il cherchait une bonne distraction. Pendant la baston, sa hache énergétique a rien trouvé de très costaud à découper, mais ça a été un bon défouloir. Les autres boys, eux, ils avaient continué leur route, mais lui, il voulait tester un truc. Lors d'un de ses voyages, il avait vu des hommes fabriquer des hommes-machines. Il en ramassa un, la tête à moitié explosée à cause d'un coup de poing, et essaya quand même de scotcher quelques bouts de métal en fourrant des circuits plus ou moins fonctionnels dans sa boîte crânienne. Il fit de son mieux sur son atelier, mais là, il n'y avait pas grand chose à faire. Il le secoua un peu, suspendu une ficelle, mais il manque clairement quelque chose. Peut-être un sujet vivant. En pleine réflexion avec son génie supérieur, il entendit des cris venant d'un Shock Boys explosé. Mais c'était pas lui ce bruit. Il s'approcha et vit qu'une des défenseuses de Scan était embouchée sur le croc de ce Boys. Il souria. Gork, ou mort, lui était favorable. Il demande un humain vivant et un humain se met à gueuler comme pour l'appeler. Alors, il tendit la main pour la dégager de sous ce tas de viande cramée. Il sourit à pleines dents, le crâne était quasi intact, il n'aurait pas pu espérer meilleur sujet pour ses tests. L'orc s'écroula en une rafale, et vraiment heureusement, parce que c'était son dernier chargeur. Dylan approchait, il remarqua quelqu'un sous le cadavre. Poussant l'énorme corps de l'orc, il découvrit une soldate suisse, embrochée sur l'un des crocs de la créature. Il n'avait pas la moindre idée des dégâts que pouvait faire une telle blessure, il sortit son couteau pour essayer de couper le croc, c'était toujours mieux que de la laisser là. Cela prit de longues minutes, très longues minutes, surtout en plein milieu d'un champ de bataille aussi chaotique. Comme pour lui rappeler à quel point rester immobile était une mauvaise idée, il repéra 3 silhouettes, massives à travers la fumée. À leur rugissement et à leur manière unique d'agiter leurs armes, aucun doute possible, c'était des orques. Et pour ne rien arranger, il fonçait droit dans sa direction. Heureusement, il ne l'avait pas vu. Il courait simplement vers leur prochain combat. Sans demander son aise, Dylan se cacha illico presto et les laissa passer. Quand il se releva, la soldate blessée émergea sous le cadavre éclaté de l'orque. Il espérait que le croc n'avait pas touché d'organes vitaux, mais il n'avait aucun moyen d'en être sûr. Et de toute façon, elle atteindrait probablement pas un hôpital à temps. Sans un mot, elle récupéra un fusil de précision taché du sang de son ancien propriétaire éparpillé à droite à gauche. Il dut rapidement se remettre en route. Dylan voulait flinguer le boss de la WAG, mais avant ça, fallait faire quelque chose pour la soldate si elle voulait avoir des chances de survie. Même si elle-même les savait très faibles. Le feu de la WAG s'était déplacé, c'était prévu dans les calculs, mais pas à ce point. Pas au point de pulvériser des avant-postes entiers comme il le faisait maintenant. Le périmètre d'encerclement avait sans doute été élargi. Beaucoup élargi. Alors, même blessé, même au bord de l'épuisement, ils se mirent en route. Le chef orc était passé par là, il suffisait juste de l'abattre et l'humanité aurait gagné. Il leur fallait un poste de tir, un point haut, une grange se trouvait à 1 kilomètre. Si elle était encore debout à leur arrivée, ils auraient un angle de tir. Une chance. Dans les minutes suivantes, ils se couvrirent mutuellement. Ils n'affrontaient plus que des retardataires, les orques laissés derrière. Et pourtant, ils manquèrent d'y rester plus une fois. Dylan jouait les éclaireurs malgré ses blessures de plus en plus handicapantes. Lena, elle, cherchait les meilleurs points de tir. Elle était leurs yeux, mais chaque tir la faisait vibrer de douleur. Pas bien facile de viser avec un croc planté dans le ventre. Elle grimpait sur les carcasses de véhicules, fusil de précision à la main. Il progressait vite. Longeant un blindé retourné, Dylan enjamba le corps d'un orc. Avançait, décalait, balayait du regard. Au moins ses compétences de combat urbain lui auront servi. Enfin ça c'est jusqu'à ce qu'un orc bondisse de derrière une jeep éventrée. En temps normal il aurait entendu, mais pas ici, pas avec ses bouchons. Pas avec ce raffut permanent devenu aussi normal que le silence oppressant d'un immeuble où l'ennemi est retranché. Il comprit bien trop tard alors que la hache de l'orc se rapprochait de sa tête. Pan! Il se retourna quand il sentit du sang chaud et l'impact d'un corps massif s'écrouler à côté de lui. Il remercia Lena de la tête qui en profita pour changer de position. Malgré les doses antidouleurs qu'elle s'envoyait, chaque tir lui coûtait. Et ni l'un ni l'autre ne savait combien de temps elle tiendrait comme ça. En route, ils croisèrent 2 pilotes de chars russes, les sauvèrent de justesse et les intégrèrent à leur petit groupe. Puis, un des rares soldats japonais qui a pu être déployé, blessé à sa jambe. Ah épique, 4 Suisses rescapés fuyant ce qui restait de leur avant-poste. Ou fuyant tout court.
En somme, une escouade bien bancale, 4 nationalités différentes, 2 blessés graves, 2 tankistes à peine entraînés, et pourtant ils réussissaient à garder le rythme, à avancer, presque jusqu'à la grange, en à peine moins de 15 minutes. Le seul problème, c'est qu'un Hobbs et sa bande se dirigeaient exactement dans la même direction. Est-ce qu'une équipe disparate, blessée et désorganisée pouvait-elle vraiment se farcir une quinzaine d'orques? Et ben c'est ce que Dylan allait découvrir. Il avançait seul au milieu du chaos figé. Autour de lui, la neige crissait sous ses bottes tandis que les carcasses calcinées de BTR finlandais fument encore. Leurs pneus fondus mêlés à des morceaux de chair calcinée. La toundra est couverte d'une brume rance, saturée de diesel et de sang coagulé. Le caporal Mäkinen serre son fusil contre lui, le canon encore tiède de sa dernière rafale. Dans sa radio, que dalle, plus un souffle. Juste un tac 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 tac, étrange, comme des dents de bois qui claquent. Il murmure un juron en finnois, les yeux furetant les carcasses trouées. C'est pas le mène entre 2 camions renversés, le sol jonché de casques broyés, de morceaux de tourelles et de mâchoires vertes. Puis un souffle, un seul. Il n'a pas le temps de se retourner. Un gourdin fait de métal, de vis, de dents de scie et d'un pot d'échappement s'écrase dans un crack humide derrière sa nuque. Mäkinen s'effondre, face contre terre, son regard se fixe sur une boîte de rations ouverte. Un petit dessin de reine souriante, désormais maculé de son propre sang. La mèche, un Shockboys des Blue Dax s'accrochait au toit d'une Toyota reconvertie à la méthode Orc. Il activait en permanence sa roquette dorsale pour toujours plus de vitesse. Ah, jamais les hommes auraient cru voir cette voiture aller aussi vite. Seul inconvénient, sa roquette était à pleine puissance, et il sentit le problème quand, d'abord il prit feu, puis sa roquette explosa alors qu'il avait pris un tremplin sur un tank humain. Zakrok roulait sans s'arrêter, il était l'incarnation du rêve Orc. Un vrai envoyé de Gork ou Mork. Brutal, oui, mais surtout rusé. La réflexion leur avait permis de vaincre leur ennemi. Il leur donnait de sa voix, faire trembler à terre de prendre les hommes depuis le flanc. Ah, ils pouvaient se féliciter, rares sont les big boss capables d'autant de strégie. Et grâce à lui, la WAC grossira pour bientôt devenir immense. Il pourra ainsi mener ses boys dans les combats les plus grandioses de toute cette galaxie. Mais d'ici là, il avait déjà un premier combat à gagner, les positions d'artillerie hommes étaient juste en face d'eux, et toutes ces petites créatures commençaient déjà à paniquer. D'un coup d'œil rapide derrière lui, il vit des traînards à qui il assigna la tâche ingrate de passer par le flanc. Évidemment que personne voulait faire ça faisait perdre du temps et en plus ça rendait le combat plus facile. Déjà que c'était des hommes, alors au niveau défi on a vu mieux, mais en plus quand ils voient les peaux vertes les encercler, ils commencent à paniquer comme des fous et ils finissent par être vaincus avant même qu'ils arrivent au corps à corps. Mais bon, ça faisait un monde défouloir et ça faisait le tri parmi les boys les plus faibles. Mais personne n'ose contredire les ordres du big boss Zakrok, le plus gros, le plus futé et le plus costaud de tous les orques de cette planète. Et c'était lui le patron. Je l'ai eu, s'exclama Lena. Dylan hurla dans sa radio à tous ceux pouvant l'entendre, espérant que l'état-major recevrait ce message. Leur chef est mort, je répète, leur chef est mort. Eya s'enfuit à toutes jambes, les orques arrivaient, mais subitement leur fureur perdit de la cohérence. Ils arrivaient toujours, mais dans une cohésion complètement chaotique. Et c'est par rapport à leur standard qui dit ça. Liam courait vers des positions alliées qui avaient résisté. Malgré tout ce chaos, les troupes humaines s'en étaient plutôt bien tirées. En dehors du cœur des combats, les orques avaient été contenus et il n'y avait que le convoi de leur chef qui roulait encore. Mais ça allait pas tarder à changer. Les airs étaient aux humains, les orques étaient encerclés et à part une poignée de ces bêtes rôdant au milieu des décombres, la victoire était leur. Ce grand mur de véhicules et les 100 mètres couverts de cadavres d'orques réchauffa son cœur affolé. Vraiment, un voyage en enfer comme il vient de le faire, c'est beaucoup pour un humain. En combat rapproché, chaque orque est terriblement dangereux. Mais grâce à leur sacrifice, plus de 30 000 Russes ont été sauvés et les positions fortifiées humaines ont eu le temps de se mettre en place. Quand ils arrivèrent, ce fut au milieu des applaudissements mêlés de pitié. Pas un seul membre de son groupe était indemne, mais ils étaient en vie. Épuisés, à court de munitions, blessés, sans doute traumatisés, mais en vie. Kebrock mitraillait, tirait. Une main se posait sur son épaule. Bien joué. Je crois que tu les as eus. Le soldat derrière lui redescendit la pile de cadavres sur laquelle il était monté. Plusieurs centaines d'orques gisaient autour de lui. Il était blessé de la tête aux pieds, ses vêtements en lambeaux, sa veste déchirée, laissant apparaître sa musculature impressionnante. Cheveux au vent, il regarda les corps faisant tache dans ce tapis vert. Ceux de soldats venus défendre cet espoir et qui ne se relèveront pas. Lui aussi redescendit la colline de cadavres orques et alla célébrer leur victoire avec ses nouveaux compagnons. Bien que les trois quarts parlaient pas la même langue, un sourire c'est le message le plus universel jamais inventé. Gregorovitch s'asseyait sur l'orque qu'il venait de tuer. Son message était passé et le missile est lancé. Dans moins de 2 minutes, tout sera fini. Brutus hurlait, il avait tout essayé. Actuellement, la dernière chance est de tenter de l'intercepter, mais ça a peu de chance de réussir. C'est toujours mieux que rien, mais désormais, il lui reste à attendre et à prier.
Jing était fier, il se félicitait, et il avait de bonnes raisons. Ils avaient tenu leur position en protégeant près de 12 000 civils en train d'évacuer. Il en est sûr, aujourd'hui c'est une grande victoire, un grand moment d'histoire. Elle a eu un prix, mais il a survécu, et ceux tombés seront honorés jusqu'à la fin des temps. Au fond, ces bêtes n'avaient aucune chance, ils étaient bien moins équipés, organisés, coordonnés et bien moins nombreux. Leur seule chance aurait été que tous les états se mettent sur la gueule dans la panique. Ces créatures ont juste été un rappel que tout pouvait basculer extrêmement vite. Alors il soupira de soulagement, s'adossa à un blindé, quand soudain une lumière insoutenable l'éblouit. En ce jour du 4 mai 2030, 5 ans après la venue des orques sur Terre, Dylan fait sa promenade quotidienne. Comme tous les jours, ce petit chemin de campagne cabossé le fait boiter. Il n'a jamais complètement récupéré de sa blessure à la jambe de ce jour-là. Les kikoupes orques sont diablement simples, mais extrêmement dévastateurs. Lors de leur parachutage en plein milieu des combats, beaucoup de bons soldats y ont laissé leur peau. Mais heureusement, lui et son petit groupe avaient réussi à éliminer leur chef de justesse, et avec une sacrée dose de chance. Entre autres grâce à une tireuse suisse, Lena son nom. Elle aussi avait survécu comme la majorité de leur petit groupe, mais elle a été obligée de se retirer du service actif à cause de sa blessure. Aujourd'hui, elle est devenue agente immobilière apparemment. Au fond, ils le savaient, et ce jour-là, ils avaient tous eu énormément de chance. Le général russe qui avait servi d'appât avait ordonné le tir d'un missile nucléaire en désespoir de cause. Évidemment, 5 minutes avant que les renforts arrivent. Miraculeusement, le missile a explosé bien trop haut pour faire du dégât. Et pendant longtemps, on n'a jamais su pourquoi. Autodestruction, interception... Au fond, tout le monde s'en fichait un peu, vu que la catastrophe a été évitée d'un cheveu. Mais plus tard, en revisionnant des images satellites, on découvrit que c'était un petit pot vert, un grotte, accroché à une fusée qui a percuté le missile par accident, le faisant exploser avec lui. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'au moment de l'explosion, ils étaient dans la grange où ils avaient abattu le chef orc. Et c'est bien plus tard qu'ils ont pris conscience à quel point ils avaient eu chaud aux fesses. Après ça, Dylan a pu continuer un peu malgré sa jambe. On a évidemment arrêté de le parachuter, pour finalement lui faire prendre une demi-retraite. Aujourd'hui, dû à son expérience, il est devenu un des principaux ICCO, instructeur de combat contre les orcoïdes. Son expertise dans le domaine du meurtre de peau verte est reconnue à l'international. Et depuis quelques années, ses compétences sont devenues de plus en plus chères. Des peuplades orques ont été repérées aux quatre coins du globe, causant des dommages comme seuls les orques savent le faire. Bien qu'on n'a jamais revu des hordes comme la dernière Grande Ouaille, dans le doute, la FEMO, Force d'élimination des menaces orcoïdes, a été créée. Une sorte de version des casques bleus en beaucoup plus vénère. D'ailleurs, on a remarqué que pour des raisons obscures, le bleu, le rouge et le vert, ça fonctionnait plutôt pas mal contre les orques. Alors, ils peuvent peut-être ressembler à des clowns comme ça, mais... Pantalon rouge, veste verte, Kevlar et casque bleu. Ah vraiment, ça a fait la une des journaux pendant un mois. Une armée à la pointe de la technologie, mais qui a pas appris des erreurs du passé. Mais où va le monde? Oh là là, c'est la fin du monde, on est protégé par une bande de clowns. Qui ira au front après que la FEMO se sera fait démolir? Les enfants? Équipés d'une lancée de baïonnettes? Enfin, vous voyez le genre, quoi. La chanson a changé, mais le refrain reste le même. Mais le pire, c'est qu'au bout d'un moment, on a été obligé de faire une démonstration de force. Mais quand 3 escouades ont réussi à plier en deux une bande de 300 orques, tout de suite, tout le monde a fermé son clapet. Évidemment, on peut appeler ça de la propagande, ou de la publicité, comme vous voulez, ça change rien. Mais on en avait marre de se faire chier sur les bottes alors qu'on savait ce qu'on faisait. C'est fou de se dire tout ce qui a pu changer depuis l'arrivée de ces créatures. Même la Légion étrangère, qui a pas pour habitude de faire évoluer ses traditions, elle est devenue la principale force d'intervention de la France contre les orques en dehors de la métropole. Son équipement, ses tactiques et ses traditions sont en train d'évoluer vers une force de chasseurs d'orques. Michel se resserre un café dans son bureau de la défense, les affaires sont bonnes. En revenant du front, Dylan lui avait parlé des orques, et tout ce que Michel avait vu, c'était le profit que ces créatures pouvaient apporter. Ce fut l'un des premiers à se jeter sur l'opportunité. Qui plus est, à peine quelques mois plus tard, on découvra les premiers nids d'orques, des espèces de champignonnières avec les squeaks servant de nourriture aux orques. Dit autrement, de la viande pas chère malgré son agressivité. Mais il y avait aussi et surtout les grottes et les snutlings.
bien plus contrôlables que Zork. Et ils faisaient de super travailleurs tant que tu leur demandais pas d'utiliser leur tête ou leurs muscles. Quant aux orques... les orques. En France, certaines choses ont été interdites, et depuis 1 an et demi, les travailleurs snotlings sont interdits aussi. Seules les grottes restent exploitées. Bien sûr, Dylan voit cette exploitation d'un mauvais œil, mais il sait de quoi sont capables les orques à l'état sauvage. Michel a toujours répondu que les tigres et les lions sont aussi dangereux. Pourtant, les cirques ont bien réussi à les rentabiliser. Les orques feront pas exception. Et puis, bien que ce soit beaucoup plus compliqué, quand tu arrives à contrôler les orques pour les faire travailler, ces brutes sont très efficaces. Au fond, le vrai problème, c'est que les dégâts qu'ils peuvent causer peuvent beaucoup empiéter sur le bénéfice. Tamala évite la hache tombant du ciel. Plantée dans le sol, l'orque essaye de la retirer alors que Tamala roule sur son dos dans un mouvement rotatif afin de lui ouvrir la gorge. Elle dégaine son fusil d'assaut, 3 balles tête, perforantes et explosives, de gros calibre. Une arme avec un calibre pareil, si tu la tiens mal, c'est une garantie pour se déboîter l'épaule. D'ailleurs, ça lui était arrivé au début quand les meilleures options contre les orques c'était des fusils à pompe avec des cartouches pour la chasse aux sangliers. C'est des balles grosses comme son poing, alors évidemment, si t'essayes de faire une roulade et de tirer après, t'as une chance sur 2 que ça finisse mal. Elle aperçoit le gros boss de la bande en approche, une dizaine de boys autour de lui. Elle glisse sous les jambes du premier, saute par-dessus le second, s'arrête un instant pour en tuer 2 avec son fusil. Un coup de taille passe juste au-dessus de sa tête. Elle roule, tue l'orque qui se trouvait derrière elle 3 secondes plus tôt, lance direct une grenade dans la masse et se planque à l'abri. Plus que 4. Un couteau se plante dans son bras. Merde, elle a oublié les grottes. Elle tord la nuque de son agresseur. En courant, elle se retire le couteau et s'injecte les nouveaux stimulants de combat orcoïdes. Une histoire de régénération de tissus et de champignons. Quoi qu'il en soit, l'hémorragie est déjà stoppée. Sa course effrénée trouve finalement un stop quand un orque la plaque au sol. Sous le poids de la créature, son souffle se coupe. Elle perd alors connaissance alors qu'il se prépare à frapper. Hey, debout, réveille-toi! T'as quand même eu de la chance qu'on soit venu, t'étais juste censé les attirer et pas les combattre. Tamala se releva avec un sacré mal de tête et accepta la main qui lui était tendue. Je sais, mais ils m'ont rattrapé. Je savais que cette chasse était pas un bon plan. Ils étaient déjà gros et nous pas assez nombreux. Arrête, tu sais très bien pourquoi on a accepté ce contrat. Il était super bien payé et en plus il fournissait le matos. Et puis tu peux être fier de toi, t'as fait quasiment tout le boulot toute seule. Ouais, je sais, mais j'ai dû utiliser un des stimulants, vu leur prix, la rentabilité elle est plus là. Mais non, t'inquiète, et puis ils sont faits pour ça. Quand on touchera la prime, on en rachètera. En plus, leur prix sont voit abaisser et ils commencent à se trouver un peu partout. Et qui plus est pour nous, les chasseurs d'orques. Les policiers en tenue anti-émeute devant eux se tiennent tous droits, impassibles. Ils suivent le cortège pour contrôler la manifestation. Le mouvement reste pacifique. Qui plus est, l'opinion publique est avec eux. Mais l'argent a plus de valeur qu'un opinion. Et John, 5 ans plus tôt, ne se serait jamais imaginé une carrière politique. En soi, c'en est pas vraiment une. Mais dû à son expérience face aux orques, il a immédiatement été propulsé sous le feu des projecteurs. Cette manifestation pour l'extermination totale des peaux vertes est une parmi beaucoup d'autres à travers le monde, principalement composée d'anciens militaires ayant eu à les affronter, mais le bénéfice à se faire est beaucoup trop grand. Franchement, à quoi bon avoir des combats de catch quand tu peux avoir une arène de gladiateurs où des orques se battent à mort et ils prennent même du plaisir? Aucun scénario, nada, que pouic, juste un bon vieux duel à mort comme à l'ancienne. Et puis c'est pas comme si on les forçait, un orque a instinctivement envie de taper sur ce qui lui passe sous la main. Au début, beaucoup d'organisations avaient crié à la maltraitance, mais en libérant des orques, ils se sont rendus compte qu'ils déprimaient. Et ce jusqu'à ce que l'un des orques réussisse à attraper la gorge de l'un de ses soi-disant sauveurs. Sérieusement, on n'a jamais observé l'une de ces créatures, triste à l'idée de devoir éclater la tronche de son prochain. Des scientifiques ont même mis au jour que les orques n'ont que 3 sources de plaisir. La guerre, ou se battre au choix, le bruit, surtout des explosions, et la vitesse. Alors évidemment qu'ils allaient avoir leur utilité. Et puis dans ce cas, c'est toujours plus moral que de les utiliser comme travailleurs forcés. Et bien plus sûr. Vu que dans le deuxième cas, ils aiment pas leur job, il se passe pas une journée sans que ça finisse en boucherie. Tout le monde le sait, si aucune technologie n'est créée pour les dominer, les camps de travail orques finiront par disparaître. En revanche, les grottes, ils sont beaucoup plus exploitables. Mais ils restent sournois. Après, laisse-leur le choix entre bosser pas payé ou bosser pour les orques. Visiblement, la première option les dérange moins. Quant aux snotlings, c'est visiblement la seule espèce orcoïde inoffensif. Et grâce à ça, l'opinion publique est avec eux et leur évite les usines. John, lui, sait qu'il faut se méfier de ces créatures. Elles sont dangereuses, nombreuses, et deviennent plus fortes avec le temps. Jamais on pourra les dominer éternellement. Dans 6 mois, 1 an ou 5 ans, un boss de guerre sortira du lot, rassemblera des bandes dans un coin suffisamment perdu pour pouvoir faire ce qu'il veut discrètement, et lancer une nouvelle ouague aussi destructrice que la précédente. C'est pour ça qu'il faut pas leur laisser cette chance. Les chasseurs d'orques c'est une première sécurité, mais c'est des mercenaires, ça fonctionne pas éternellement. La FEMO, trop rigide, et bloquée par la diplomatie. En même temps, va envoyer une kill team dans un pays en prétendant que c'est pour fumer des orques. Bien sûr que tout le monde est pas chaud à l'idée, même si tu sais que c'est des bêtes dangereuses, etc., etc. Et puis le troisième problème, c'est la guerre qui évolue. Les orques aiment se battre. Au fond, suffit de pas être sur leur trajectoire et ils font le même boulot que ton armée. Mais le pire c'est le terrorisme, ils cultivent discrètement des orques dans des caves, et quand ceux-ci sont prêts, ils sortent d'eux-mêmes.
Moins cher, plus destructeur, plus simple à mettre en place, suffit juste d'avoir une cave chaude et humide, de préférence bien grande, et hop, les orques peuvent se développer comme ils veulent. À cause de ça, depuis 3 ans, tous les pays du globe sont devenus complètement parano. Aujourd'hui, les descentes de police dans les caves sont devenues monnaie courante. T'es quasiment garanti d'en avoir au moins 2 par an. Pour compenser, les autres sont devenus plus ingénieux et se mettent au milieu de nulle part pour laisser une meute se développer et aller partir taper sur des trucs dès qu'elle en a envie. Pendant les 2 dernières années, John a fait partie de la force de recherche et de destruction des sites de croissance orque, communément appelé FRDSCO. Et en 24 mois d'activité, il avait vu beaucoup de choses, dont certains qui avaient réussi à accélérer la croissance des orques. Lena est devant la maison qu'elle vient d'acquérir. Plutôt belle et bien placée, elle peinera pas à la vendre si l'intérieur est en bon état. Elle déverrouille la porte. En rentrant, l'odeur. L'odeur est absolument horrible. Bien plus que l'état de la maison. Un peu humide, besoin d'un peu de rénovation. Mais ça pourrait être bien pire. Selon elle, une fois débarrassée de l'odeur, s'il n'y a pas d'autre surprise, la maison devrait être prête d'ici 2 semaines. Lena explore chaque pièce, même constat. Plutôt bon état, une odeur à réveiller un mort, et une humidité ambiante laissant penser que l'aération laisse à désirer. Elle décide de monter à l'étage, voir dans quel état c'est. L'escalier est très raide. Elle peine à monter, comme si chaque pas voulait être le dernier. Et la douleur la bloque en travers de l'escalier. 1 pas, 2 pas. Elle se tient le ventre. La blessure refait surface. La douleur la stoppe. Elle s'assoit sur les marches. L'étage sera pour une autre fois. Franchement, elle sait qu'elle a eu de la chance cette fois-là. Cette blessure aurait clairement pu la tuer. Cette marque laissée par les orques durant la dernière grande wax, c'est aussi une fierté pour elle. Le souvenir de cette bataille, le souvenir que c'est elle qui a abattu le chef orc. Et ironiquement, peu de personnes dans sa boîte connaissent son passé de soldate. Ah, si certains savaient que la mignonne petite agente immobilière à l'air parfaitement inoffensive avait tué le chef de la WAG, et accessoirement survécu à un empalage sur le croc d'un orque, ce serait tout de suite plus la même chanson. Ce jour-là, elle a tué plus de ces créatures que la majorité des chasseurs d'orques ne le feront jamais. Et en plus, survivre face aux peaux vertes, ça aiguise les réflexes. Même si cette blessure l'handicapera à vie, dans la vie civile, elle a même pas besoin d'armes pour se défendre. Puis au milieu de ses réflexions, son esprit dériva sur les autres membres de son escouade improvisée. Elle se disait depuis le temps qu'elle n'avait pas eu beaucoup de nouvelles des autres membres, à l'exception de quelques vagues nouvelles de ce Dylan qui l'avait bien aidé, aujourd'hui instructeur militaire dernière nouvelle. Bon, en se relevant péniblement, dans sa tête elle fit le tour de tout ce qu'elle avait vérifié. Elle pense avoir fait le tour de la maison, mais en descendant, une porte attire son attention. Elle se souvient pas avoir regardé ce qu'il y avait derrière, et décide à t'en charger avant de partir. Elle est dans le même état que le reste de la maison. Bon, tout va bien, en ouvrant, elle découvre un escalier menant vers un sous-sol. Pas très rassurée, elle se dit quand même qu'il faut aller voir ce qu'il y a là-dessous. Étrangement, cette cave est pas marquée sur ses documents. Elle sort une petite lampe torche et entame la descente. La cage d'escalier est étroite, grinçante. Chaque pas résonne beaucoup trop fort. Elle descend prudemment, lentement. Une goutte de sueur perle sur son front. L'atmosphère est chaude, humide, sombre. Trop sombre à son goût. Il n'y a pas de lumière. Seule sa petite lampe éclaire son passage sur quelques mètres. Elle progressait toujours, avec la même lenteur. Chaque marche lui résiste. Tout l'édifice semblait vouloir se rompre. En 4 ans, elle n'a jamais vu un escalier en si mauvais état. Son cœur s'accéléra, les murs semblaient se rapprocher. Se rapprocher, toujours plus. Encore plus près. Elle suffoquait dans cette cage d'escalier ténébreuse. Elle pressa le pas, elle respirait à peine. Plus vite, 1 pas, puis 2, une marche, puis 2. La descente n'en finissait pas. À quelle profondeur avait bien pu être creusée cette cave? Toujours 1 pas, 2 pas. Plus vite, plus rapide, trouver le bout, plus vite, encore plus vite, ne pas s'arrêter pour ne pas étouffer. Elle se figea, elle entendit un bruit frénétique, constant mais frénétique, de quelque chose ou quelqu'un en train de gratter sans cesse. Elle glissa sa main sous son costard, elle passa proche, très proche de sa cicatrice, elle la sentit rien qu'en rapprochant sa main. Puis elle passa sous sa chemise, lentement, avec une précaution pouvant se transformer en précipitation à tout instant. Elle était sur le point d'atteindre ce qu'elle cherchait. La crosse de son pistolet, toujours prêt à l'emploi, un deuxième chargeur attaché dessous, avec des balles explosives, spécifiquement prévues pour tuer des orques. Elle préfère ça comme ça, de toute façon, ce qui peut mettre un orque au tapis aura aucun problème pour pulvériser un humain. Ses vieux réflexes refaisaient surface lentement, très lentement. Les souvenirs, les bons comme les mauvais. Mais tout ce qu'elle avait besoin, c'était de l'entraînement. Pas de savoir que son instructeur lui avait donné le nom de Mauritius dès le premier jour. Ah, elle s'en souviendra longtemps de celui-là. Un connard mais un sacré phénomène. Plusieurs années après, il leur avait même montré ses compétences de danseur étoile. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit un militaire aussi baraqué que lui en train de danser sur la pointe des pieds. Ah, mais c'est pas de ces souvenirs-là qu'elle a besoin. Les réflexes, la précision. Elle avait manqué de devenir tireuse d'élite, mais les orques étaient arrivés avant. Elle respira, souffla, puis avança. 1 pas, puis 2. La progression se faisait de plus en plus rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soudain, elle aperçut ce qui produisait ce bruit. Des petites créatures, vertes, des grottes. 3 au total en train de préparer le nid pour les orques à naître dans cette cave.
Mais le plus grave, c'était l'un de ces monstres, fraîchement sorti de son cocon, et petit pour un orc, mais ça reste un orc. Les grottes partirent immédiatement en courant. L'orc, lui, un peu pâteau, ramassait une pelle et commença à courir en beuglant. Elle est tétanisée. Fuir ou combattre, mais elle n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. Elle hésite, longtemps, trop longtemps. La bête se rapproche, elle est assez près pour frapper, le coup arrive, et elle ne sait pas quoi faire. Elle hésite, elle a peur, et tandis que la pelle s'abat sur elle dans un mouvement circulaire, le temps semble s'être arrêté. Condwamé tient sa machette en main, plus que 10 secondes, le sac dans l'autre. 9 secondes. Va falloir faire vite, c'est l'une des plus grosses champignonnières. L'une des plus rentables aussi, mais évidemment plus dangereuse pour les travailleurs. Plus il y en a, plus t'as de chance qu'un orc te tombe dessus pendant la récolte. C'est pour dire, ils ont évacué la dernière équipe il y a quelques instants à cause de 3 Swigs sortis de leur cocon. Il inspire, il expire, il essaye de se calmer. Il espère ne pas avoir le problème. Plus il en récupère, mieux il est payé. Ce job c'est de loin le plus dangereux mais aussi le mieux payé de tout le Malawi. Après chasseur d'orques bien sûr. Depuis l'avenue des orques, beaucoup de choses avaient changé, et le Malawi est une terre dévastée, vendue aux enchères. Blantyre par exemple est possédée à 60% par le Royaume-Uni, dont 40% sont des entreprises privées. Et puis sinon 30% par des Chinois et 10 derniers pourcents appartiennent à un consortium allemand. Même la capitale Lilongwe est à peine épargnée juste pour sauver les apparences. Mais tous les élus sont corrompus jusqu'à la moelle, et toutes les aides chinoises attendent bien un retour sur investissement un jour prochain. Les mines au nord sont possédées par des Français, le sud est possédé par les Indiens, et partout ailleurs, plusieurs entreprises comme celle où travaille Condwamé exploitent toutes les ressources orques possibles et imaginables. Bien sûr, pratiquement rien n'est officiel, mais tout le monde sait ce qu'il en est. Les orques étaient atterris au Malawi et ont même construit une énorme base sur leur site d'atterrissage. On y a même retrouvé des technologies encore incomprises aujourd'hui. Avec l'arrivée des peaux vertes, vivre au Malawi en 2030, c'est soit être chasseur d'orques, soit récolter des champignons. Tout le reste a encore moins de valeur qu'avant. C'est l'heure de la récolte, il enfile son masque et plonge dans le nuit. Liam vérifie le verrou de son fusil L85 customisé spécialement pour cette température et encaisser les grosses rafales courantes quand on combat les orques. Il transpire sous son gilet tactique, accroupi derrière un muret en béton éclaté. Reste un ancien bâtiment probablement démoli par les orques. Ils ont juste assez d'ombre pour pas se faire griller et sont assez en hauteur pour surveiller la récolte en dessous d'eux. À côté de lui, deux types de son unité, ex-para, ex-Royal Marine. Manger des barres énergétiques en matant des drones voler au-dessus des ruines en reconstruction. Mission officielle, protection des axes miniers et des récolteurs. Mission officieuse, éviter que les Chinois prennent trop d'avance. Le MI6, sa compagnie militaire privée, payait bien, surtout pour fermer les yeux sur les pillages légalisés. Mais le vrai contrat vient de consortium britannique qui s'était relancé dans l'extraction via des intermédiaires ougandais. Liam se redressa et observa le trou humidifié en permanence pour permettre la pousse des champignons orques. Cette nouvelle nourriture est vendue aux 4 coins du globe et les scientifiques leur découvrent des propriétés exploitables tous les 4 matins. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'avoir des surprises, et d'ici là faut pas les autres laisser prendre de l'avance. C'est une course à qui contrôlera le plus des villes fantômes d'Afrique. Soit celles rasées par les orques, soit celles dépeuplées par l'exode massif à cause de leur approche. Jing portait un costume gris clair, parfaitement repassé. Son gilet pare-balles semble tout de suite bien plus lourd par 50 degrés que par 5 quand il affrontait les orques en plein milieu de la Russie. Son expérience lui a valu des promotions dans le service de défense et de sécurité contre les menaces orcoïdes. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'arrachent les vétérans de la dernière guerre. Évidemment, surtout ceux qui étaient en première ligne, et les officiers qui ont organisé les stratégies de combat. Il observait la vallée par la vitre de son 4x4 blindé. En contrebas, un convoi chinois déployait des conteneurs aux couleurs de la Banque populaire sino-africaine. Derrière eux, des drones civils survolaient une nouvelle mine exploitée sous licence humanitaire. Des terres avaient déjà été achetées bien avant l'avenue des orques, mais maintenant, dans le cas où post-invasion, la Chine offrait stabilité, infrastructure, reconstruction. Quant aux orques, ce n'est qu'un détail logistique. Et d'ici à peine quelques années, la Chine aura un vrai pied-à-terre en Afrique. Mais même si Jing se souvenait parfaitement des dégâts que pouvaient causer les peaux vertes, ce n'est plus une menace aujourd'hui. Non, là, le vrai danger, c'est les autres. Tout le monde s'est lancé dans une course à qui reprendra l'Afrique. Elle est devenue un Casino Man's Land. C'est désormais la ruée pour savoir à qui va la reprendre. Lena eut besoin de toute sa force d'esprit pour tirer la première balle. La déflagration fut comme un électrochoc. La demi-seconde d'après, elle est accroupie, prête à abattre la bête. Elle se projeta sur le côté, l'orque envoya un revers de la main. Lena fut touchée. Les deux face à face, les deux déstabilisés. Il suffit de toucher correctement. Une balle explosive dans la tête tue l'orque. Un coup de pelle dans sa tête la tue. Il charge, elle pointe, il frappe, elle tire, la balle touche le bord de la tête, pas mortelle. La pelle, déviée, coup de poing vers elle, esquive de justesse, elle tire 3 balles, le recul la fait tomber, la bête aussi, sa tête heurte le sol, elle perdit connaissance. Elle se réveilla, les mains attachées, en face d'elle, elle vit les grottes jouer sur le corps de l'orque qu'elle avait abattu. L'un d'eux lui a pris son pistolet, il le balance dans tous les sens, le cran de sûreté enlevé. C'est déjà un miracle qu'il ait tué personne. Pendant qu'ils sont occupés, elle en profite pour récupérer le couteau qu'elle a toujours attaché à sa cheville. Elle essaye évidemment de faire le moins de bruit possible, faut pas se faire entendre.
Elle soulève son bas de pantalon, attrape le manche du bout des doigts, le tient entre ses mains et le retourne. À peine tenue, elle réussit à progressivement couper la corde. Les grottes, quant à eux, continuent leur jeu. Ici, le temps est l'ennemi de tous. S'ils la voient, ça va mal finir pour elle. S'ils ne voient rien, c'est pour eux que ça va mal se terminer. Reste encore le problème de son pistolet dans la main du grotte. Mais une chose à la fois, elle y est presque. Encore un peu. L'un des grottes s'écroule, la tête explosée par le tir de son compère. Les deux restants s'enfuient en courant, laissant Lena seule, à peine détachée, alors prête à en découdre à peine 2 secondes plus tôt. Elle se relève péniblement, ramasse le pistolet, tire une dernière balle dans le crâne de l'orque, puis remonte, chaque marche, une par une. Après avoir atteint la surface, elle referme la porte et la barricade, puis elle appelle les services de nettoyage. Elle a déjà entendu parler des champignons orques, mais n'avait jamais vu ça aussi palpable. C'est l'un des nombreux changements auxquels il va falloir s'habituer, et à cause ou grâce à eux, la Terre ne sera plus jamais la même.